trouver un nouveau boulot, trouver un cofondateur ou même recruter des employés, tous ces grands sujets de la vie et du business reposent sur votre network. Et en anglais, on dit bien your net worth is your network. Et en fait, c'est vrai, votre réseau, votre capacité à fédérer les gens et à avoir les bonnes personnes autour de vous sont l'un des déterminants les plus importants de votre succès. On en parle tout le temps dans le podcast. Mais maintenant, on va aller plus loin que d'en parler ou de l'illustrer dans les parcours ou dans nos échanges. C'est on va vous accompagner et vous fournir un programme clé en main pour apprendre à networker et comment élargir, développer votre réseau partout dans le monde, en Afrique et là où vous êtes. Et on s'est dit que le mieux, ce serait quand même de le faire lors d'un événement physique, parce qu'une formation de ce type-là, bien sûr, il y aura des vidéos, ce sera disponible comme tous les programmes qu'on a fait en self-serve en ligne avec des vidéos de plusieurs heures. Mais on s'est dit qu'il fallait donner une partie réelle à cette expérience et on a choisi l'événement de l'année, en tout cas l'événement afro de l'année, qui est Back to Africa, le 11 octobre à Paris. On va organiser, dans le cadre de ce programme, une formation, une masterclass physique avec tous les membres de la tribu SOA. Et derrière, il y aura en plus un événement, un meet-up avec donc Kaï, moi et les membres de la tribu SOA. Mais donc, je m'explique. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de vous positionner pour que le 11 octobre soit votre participation à la réalisation du programme et pouvoir poser vos questions et vous-même expérimenter, parce qu'on va créer des expériences live sur comment networker. Mais en plus, si vous prenez ce programme aujourd'hui, vous avez une réduction de plus de 50% sur la valeur du programme. Vous aurez la possibilité donc du coup d'avoir votre ticket de Back to Africa inclus, l'accès après bien sûr l'événement et la masterclass au programme et toutes les vidéos et l'accès à la fameuse tribu SOA dont on parle tout le temps. Donc c'est un super bundle qu'on vous fait pour cette rentrée 2025 où vous pouvez prendre en main un grand sujet qui est votre entourage et votre network avec notre programme donc Build Your Network, Build Your Circle et on vous recommande de le prendre dès maintenant. On va en parler tout au long du mois de septembre et rendez-vous le 11 octobre pour tous ceux qui veulent travailler leur entourage pour réussir leur carrière et leur entreprise. À très vite. Les tarifs qui sont imposés aux citoyens africains sont injustifiables. Est-ce que vous voudriez que les compagnies fassent des tarifs qui ne tiennent pas ou, comme ça a été le cas dans certaines autres compagnies prédécesseurs, le fassent un temps et meurent? Les gens ont le droit d'aller où ils veulent. Donc, ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Dakar-Douala, par exemple, je vais payer 8 fois plus cher que si je faisais San Francisco-New York, alors que j'ai la même durée. Les frais d'atterrissage sont plus élevés. Ah. Le carburant est plus cher. Au-dessus de ça, les États ont la politique et on peut difficilement leur en vouloir de prélever des taxes. Beaucoup de taxes. On a identifié près de 200 types de taxes. Oh wow. On n'est pas très bon pour nous mettre ensemble. Alors que notre situation, Nous le pays nous oblige à cette entente. Si vous pensiez être le meilleur, l'auditeur numéro 1 du podcast, vous vous trompez. Parce qu'il est là, présent avec nous. Il est là. Tonton Tabouret, l'original. L'original. Le père du fils est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un sujet extrêmement... un sujet qui t'a porté pour une grosse partie de ta carrière. Un sujet qu'on voulait aborder depuis un moment, mais qu'on ne se voyait pas aborder. Juste nous deux, sans un expert. Et parce que c'est un sujet qui revient trop souvent sur les réseaux. Vous avez dû voir des vidéos récemment encore où on se rappelle à quel point c'est scandaleux qu'il y ait un vol Abidjan-Lagos qui coûte plus cher qu'un vol Paris-New York. On le voit sur tous les formats. C'est un sujet qui revient à chaque fois. Les compagnies africaines, pourquoi Air Afrique n'a pas marché? Pourquoi toutes nos compagnies africaines souffrent? On aurait pu épiloguer, on aurait pu prendre plein d'articles de presse, il y en a énormément qui parlent de ce sujet, mais on s'est dit on va amener un expert et il s'avère que depuis je disais à Kaï que personne ne le sait, parce que je ne le dis pas forcément, mais j'ai été élevé et conçu par un vétéran du domaine à qui je laisse le plaisir de se présenter, monsieur Djibril Baba Tabouret. Qui te permettait d'avoir des belles vacances. Moins cher. T'as fait connaître l'Europe. C'est ça. Mais aussi avec, dans beaucoup de cas, des voyages reportés, parce que... Oui. La qualité du billet ne permettait pas, oui. Voilà, parce que c'était billet... Peut-être
Et voilà. Non, pas peut-être. C'est non prioritaire. Voilà, non prioritaire. Oui. On monte dans l'avion quand il y a la place. Oui, ça c'est... Donc, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était Depuis toujours. toute notre vie. D'ailleurs, quand Philippe me traite de bourgeois là-dessus, j'espère qu'il regardera ce passage, les gens oublient que oui, c'est ça, de venir à l'aéroport, t'as tes valises, et en fait, non, ben, tu repars. Hein, et tu reviens le lendemain. Et tu es là en mode, est-ce qu'on va partir? Est-ce qu'on va partir? Ben, Donc, tout ça, c'est parce que j'ai, depuis 87, initié avec d'autres personnes 87. une agence de voyage, OK. ATS, au Mali, qu'on a développé aujourd'hui, qui est un vrai groupe installé bien sûr au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun et même au Congo. Donc, largement représenté. Dans le cadre de cette activité que j'ai dirigée pendant plus d'une trentaine d'années, j'ai initié avec d'autres amis un réseau d'agences de voyage en Afrique de l'Ouest et du Centre, donc qui commence du Sénégal jusqu'au Congo. très bien. Et ça, dans ce cadre-là, donc nous avons beaucoup travaillé avec les compagnies aériennes pour faire la promotion des compagnies, la vente et tout ça. J'ai, vers la fin de ma carrière, parce qu'aujourd'hui j'ai levé le pied, même si je continue à être dans des conseils d'administration, j'ai, avec une de nos filiales, APG qu'on appelle, intégré un grand réseau, le plus grand au monde, de réseau mondial de services aux compagnies aériennes, qui s'appelle APG, associé, où j'ai été pendant quelques années vice-président en charge de l'Afrique et du Moyen-Orient. OK. La société que j'ai fondée avec d'autres continue, se développe. On représente les compagnies aériennes dans tous ces pays-là, soit pour juste la représentation commerciale ou aussi pour leur permettre d'avoir des outils technologiques qui leur permettent de faire le boom. Donc, vendre et remplir un avion, j'ai appris ça. Donc, quand on fait ça, on connaît l'univers des compagnies aériennes. Et donc, j'imagine que c'est à ce titre que vous avez souhaité que je sois là avec vous. Je vous remercie de reconnaître que j'ai une certaine expertise. L'humilité. Mais surtout, aller jusqu'à la fin, parce qu'on ne va pas traiter ni s'arrêter juste au prix. Parce que c'est ce que tout le monde parle. On est allé quand même en profondeur sur le contexte, la réglementation, les contraintes des États, les temps de gestion qui sont différents entre les États et surtout, en fait, les leçons à tirer de tous les tentatives qui ont été faites en Afrique, mais ailleurs dans le monde. Parce que, encore une fois, je pense que notre expert va nous démontrer, et si vous allez jusqu'à la fin, vous comprendrez que le transport aérien, ce n'est simple nulle part. Non. Exactement. Et on cite des noms. Il y a les bons élèves, les moins bons élèves. Voilà. Et tout ça, c'est pour un moment. Parce que le moment d'après, ça peut changer. Exactement. C'est ça. Mais je me rends compte qu'il va falloir refaire un épisode pour parler des agences de voyage, parce qu'ils sont passés entre les mailles du filet de ce procès, finalement. Puisque si depuis 1987, l'entreprise est prospère... Si vous me payez un billet en business class de Paris pour venir à Abidjan, je suis prêt à réexpliquer tout ça. C'est peut-être là que passe l'argent de nos billets. C'est ça. Parce que je suis là, parce qu'il y a une banque qui veut mon expertise, et puis voilà, où je suis administrateur et qui me paye ce qu'il faut pour être là dans des conditions de confort. Donc, si pour la promotion de votre podcast, vous pouvez... On n'en est pas encore là, mais tranquille. Mais ça, c'est tout le mal que je vous souhaite. En attendant, vous avez toute ma sympathie. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on profite de ce passage et vous profitez de cet épisode parce que c'est encore une pépite. Donc, bon épisode à tous. Bon épisode, et surtout, s'il vous a plu, partagez-le à tous ceux que vous avez vus sur les réseaux sociaux. Vous mettre une petite story sur à quel point c'est un scandale le transport aérien, pour que les gens aient plus de contexte et une culture business enfin à la hauteur. Ciao. C'est parti. Votez Maître Lumumba. Shalom. Salam. Danser. Danser, c'est dire quoi ça? Ça, c'est quoi? Il faut se tenir au courant. Comment ça? En Côte d'Ivoire, quand on salue, il y a le akbaba.
mais il y a out danser. Danser, c'est en Diola, c'est donc beaucoup le nord de la Côte d'Ivoire et au Mali. On dit out danser. Je dis. T'es sûr qu'il a suivi tous les épisodes? Il a regardé tout pourtant. Là, il fait vraiment exprès. Il fait le malin. Je m'interdis. Tu t'interdis de suivre notre politique de votre format. Voilà. Danser. Aujourd'hui, vous aurez 2 déviants pour le prix d'un. Vous voyez dès le départ, Monsieur Tabouret Senior, accompagné de Tabouret Junior. Moi, Junior. Ah ouais. Aujourd'hui, un épisode pas comme les autres. Ouais. Parce que vous vous attendez sûrement à ce qu'on parte dans des anecdotes du Mali, de Bamako. Non. L'heure est grave. Aujourd'hui, nous ressortons nos toges. Exact. Parce que ce n'est plus Moulay Tabouret ni Kailumba, mais Maître Tabouret. Maître Lumumba. Maître Lumumba. Et nous sommes en présence de Monsieur le juge. Votre honneur, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur. Si vous permettez, nous allons procéder à nos plaidoyers respectifs. D'accord. Et nous aurons le plaisir, l'honneur d'entendre vos premières conclusions sur l'affaire qui nous réunit aujourd'hui. J'apprécie que vous me voyez. Je suis un juge et un honorable. Donc, pas de tutoiement. Totalement. J'espère que ce sera retenu lors du verdict. Ouais, bien sûr. Genre, le copinage... Pas d'outrage. Oui, pas d'outrage. Non, le copinage ne sera pas toléré dans cette cour. Donc, nous allons parler des compagnies aériennes. Les compagnies aériennes. Africaines, de ce que je comprends. Africaines, bien sûr. Qui sont encore une fois accusées. Alors que, bon, d'autres compagnies aériennes ont des problèmes, mais c'est toujours elles qui sont accusées par les Africains. Si vous permettez, monsieur juge, il y a un ordre. Donc, si Maître Tabouret commence à parler dans tous les sens, nous ne pourrons pas aller au bout de cet exercice. Donc, bon, je vous laisse intervenir quand vous le souhaitez. Je suis là aujourd'hui, monsieur le juge, parce que je représente aujourd'hui la voix du peuple. La voix de ces voyageurs lésés, frustrés, indignés, attristés. Parce qu'aujourd'hui, le constat est simple, mais il est révoltant. Pour faire un Dakar-Douala, par exemple, je vais payer 8 fois plus cher que si je faisais un San Francisco-New York, alors que j'ai la même durée. Aujourd'hui, monsieur le juge, 80% du trafic aérien part du continent africain vers un autre continent. C'est-à-dire que si nous parlons d'un voyage d'une capitale africaine vers une autre, si nous souhaitons aller voir notre famille, nos frères, nos sœurs, ce voyage, je n'ai pas peur de le dire, peut être considéré comme du luxe. Du luxe. Et je n'ai pas parlé de voyage rapide, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces voyages nécessitent des escales. Alors, si je parle d'un voyage rapide vers, encore une fois, une capitale africaine, on ne peut même pas parler de luxe, on va parler d'opulence. Donc, aujourd'hui, je souhaite que Maître Tabouret, ici présent, représentant des compagnies aériennes, puisse reconnaître que les tarifs qui sont imposés aux citoyens africains sont injustifiables. Ils sont lourds et ils sont surtout contradictoires par rapport à cette volonté que véhiculent ces compagnies de rapprocher justement les peuples, que ça soit dans notre vie personnelle, mais également dans notre vie professionnelle, où nous avons besoin de cette liberté, nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin de se rapprocher si nous voulons, et vous savez que cette vision est chère à mon cœur, si nous voulons vraiment participer à la transformation, à la modernisation de notre continent. Donc je laisserai sur ce plaidoyer la parole
à Maître Tabouré. Merci. Merci, Maître Lumumba. Merci, Votre Honneur. Écoutez, je vais être bref, parce que je pense que là, le procès va être en soi quelque chose d'assez factuel, parce que j'entends beaucoup d'émotions, beaucoup de grands termes, exorbitants, injustes, injustifiables. Alors là, je pense que le travail d'aujourd'hui va être de faire réaliser, parce qu'on a la chance d'être sur un média business, un peu sérieux. On va pas juste être dans l'émotion, on va parler de chiffres et faire comprendre qu'il y a une différence entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire, et au milieu, qu'est-ce qui est possible d'un point de vue business, parce que c'est pas tout d'avoir des compagnies africaines. Et vous voyez, celles qui sont là aujourd'hui ont eu de nombreux prédécesseurs et prédécessrices qui sont décédés, toujours sur ces beaux mots, ces belles ambitions de rapprocher l'Afrique aux dépens du business, aux dépens de ce qui marche. Donc elles sont mortes à cause des citoyens. Je n'ai pas dit ça, mais je vous prie de ne pas m'interrompre. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi compléter. Pour clarifier. Non, je pense que les citoyens aujourd'hui, qui nous écoutent en tout cas, et j'espère qu'ils partageront cet échange, doivent comprendre ce qui se joue derrière ces tarifs. Parce qu'au final, on parle beaucoup de tarifs, on se plaint, on compare des choses qui ne sont pas comparables, des pommes avec des oranges, des mangues avec des bananes. Enfin, il faut qu'à un moment, on parle des mêmes choses et surtout qu'on prenne en compte, à un moment, la réalité des faits, des chiffres. Au final, bien sûr que toutes les compagnies, si elles pouvaient et qu'elles n'avaient pas à faire tourner une opération rentable, feraient peut-être moins cher, peut-être. Mais est-ce que c'est ce que vous voudriez? Est-ce que vous voudriez que les compagnies fassent des tarifs qui ne tiennent pas ou, comme ça a été le cas dans certaines autres compagnies prédécesseurs, le fassent un temps et meurent, pour qu'après on se fasse encore accuser d'être incapable de gérer des business correctement. Donc je pense qu'aujourd'hui, à tous ceux qui nous écoutent, vous allez comprendre, et nous avons la chance d'avoir un juge qui a des décennies d'expérience dans le domaine, donc il pourra pas seulement nous dire ce qui se passe aujourd'hui, mais expliquer ce qui s'est passé avant, pour que tous se rendent compte que c'est bien plus compliqué que juste dire « Oh, un vol Abidjan, Lagos, il coûte 8 fois plus cher qu'un vol, je sais pas, Paris-New York, alors que c'est plus petit. » Ok. Ben, on va écouter monsieur le juge se présenter et nous donner ses premières conclusions. Maître Lumumba, Maître Tabouré, je vous remercie d'avoir accepté de venir débattre sur ce thème. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse s'accorder déjà sur le thème. C'est beaucoup plus le transport aérien en Afrique qu'un débat sur les compagnies aériennes africaines. D'accord. Parce que des acteurs africains, il y en a. Ils ne sont malheureusement pas les plus importants, à l'exception d'Ethiopian Airlines et puis d'Egyptair. Mais il y a beaucoup d'autres intervenants qui ont fait leurs preuves ailleurs et puis voilà, qui viennent chercher des marges dans notre zone où les infrastructures routières sont très faibles. Le chemin de fer est très faible, pour ainsi dire. Là où il y a les grands fleuves, on est plus habitué à avoir des naufrages que des croisières de qualité. Donc, c'est un premier point sur lequel je pense qu'il faudrait qu'on puisse s'accorder dessus. Et un deuxième point, j'ai entendu dans votre propos liminaire que le voyage en Afrique aujourd'hui est un luxe. Je pense que vous n'avez pas tort. Je pense qu'il faut se le convaincre. Merci, votre honneur. Sauf que ce n'est pas une particularité africaine. Merci, votre honneur. Au début des transports aériens, c'était réservé pour des privilégiés. Toujours. C'est bien plus tard, on peut dater ça des années 60, même 70, pour qu'il y ait une popularisation du transport aérien, le développement du tourisme de masse, et derrière, avec l'accélération des compagnies low cost qui permettent aujourd'hui de proposer des tarifs à la portée du pouvoir d'achat de ceux qu'on voit partir à gauche, à droite. Mais puisqu'on va chez eux, on voit les tarifs et on compare ces tarifs avec ceux qui sont pratiqués dans notre zone, tant par nos compagnies aériennes africaines que
que par les autres qui, eux, ont l'habitude de voler un peu partout. Mais c'est en Afrique qu'ils font beaucoup leur beurre. Hein. Amen. Ça. Mais c'est la loi du marché. Ah. Voilà. Si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on aille plus loin. Je vous laisse... Oui, parce que ce que le peuple souhaite, c'est comprendre une fois pour toutes ce prix. Je peux comprendre qu'effectivement, on ne peut pas comparer la maturité du trafic aérien africain à celui du reste du monde. Mais quand même, nous parlons d'une différence de prix entre le Abidjan-Paris et le Abidjan-Nairobi, du simple au double. Donc, je peux comprendre, j'aime l'Afrique, je peux payer plus. Mais vous voulez dire à distance égale. À distance égale. Donc, aujourd'hui, la voix de peuple que je représente ici a besoin de comprendre, déjà de la façon la plus simple possible, comment est-ce qu'on explique ces tarifs-là. Déjà, de quoi est composé un tarif Non, écoutez, je pense que le juge pourra nous édifier. Mais en tant que compagnie aérienne, en reprenant les compagnies aériennes, je pense que ce qu'il faut qu'on évoque là, qui est très important, c'est reprendre ce que le juge a dit, qui est d'abord le voyage est censé être... Un voyage aérien reste un luxe, partout dans le monde. Et je pense qu'il faut qu'on se rende compte que les réseaux sociaux ont fait en sorte, et je signale à ce point-là, les membres de la tribu SOA, les promadors, qui se reconnaîtront en regardant ça, sont ceux qui font comme si voyager est un droit. Comme si voyager est quelque chose d'indiscutable. Comme si tout le monde devrait pouvoir voyager, tout le monde devrait pouvoir aller en Afrique quand il veut, à un prix abordable. Or, vous l'avez dit vous-même, voyager est un luxe, le juge l'a reconnu, ce n'est pas quelque chose qui est censé être accessible déjà à tout le monde, aussi fréquemment que la barre que les réseaux sociaux ont créée. Donc je pense, en tant que représentant des compagnies aériennes, qu'il faut qu'on parle au public de la différence entre la perception qu'ils ont, parce que souvent ils comparent leur rythme de vie ou leurs habitudes de vie à d'autres pays ou d'autres personnes dans d'autres endroits où effectivement ils ont ces habitudes-là. Je ne citerai pas la France comme étant l'endroit où les vacances mensuelles les vacances annuelles sont sacrées. Mais je vous donnerai en Asie, c'est pas aussi fréquent, par exemple, les vacances. Donc il faut que les gens se rendent compte que il y a déjà un premier problème pour notre part qui affecte la perception du prix. C'est que tout le monde pense que ça devrait être bas. Ce n'est pas ça le sujet. Et après, le juge pourra vous expliquer tous les calculs, mais il faut se rendre compte que nous faisons face à des coûts plus importants. Nous faisons face à des volumes moins importants. Et c'est ce qui est le plus grave. Tout à l'heure, vous avez cité pourquoi c'est 2 fois plus cher un Paris-New York qu'un Abidjan-Lagos. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Et j'ai regardé, ce n'est pas 2 fois moins de monde. C'est 4 fois moins de monde sur un mois. Donc, si on prenait à chose égale, les billets devraient être 4 fois plus chers. Déjà. Un volume, si on devait avoir les mêmes... Si on se dit, OK, on price pareil, on a les mêmes coûts, on a les mêmes contraintes, parce qu'il y a moins de gens qui font les vols que vous décrivez, on devrait les faire plus chers. Alors, moi, je serais curieux d'en savoir plus, effectivement, sur la composition de tarifs de ces billets-là, parce que de ce que... Alors, moi, je ne suis qu'un citoyen lambda. Oui, mais, bien sûr, c'est que quand ça vous arrange. Mais oui, mais de ce que je comprends, on paye également, nous, le peuple, on paye également certaines incohérences dans la relation entre les compagnies et les États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on nous parle des taxes, c'est-à-dire quoi? Donc, en fait, quand on voyage, on paye un voyage ou on paye un impôt? C'est ça la question. C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce qu'on paye un impôt? On nous dit que c'est le kérosène. Et quand on voit que nous, pays africains, payons du kérosène importé, vous voyez que on est... C'est la question, parce que M. Tabouret fait passer cela comme des coûts incompressibles, mais nous n'avons pas vos compétences de leader d'entreprise. Mais on pourrait se dire qu'avec quelques ajustements, avec quelques stratégies, il y a des choses à faire. Et je n'ai même pas encore évoqué l'accord de Yamoussoukro qui avait... Nous y reviendrons. Voilà, nous y reviendrons. Votre honneur?
Votre honneur. Nous vous écoutons. Maître Lumumba, votre complainte est complètement justifiée. Oh. Parce que ça traduit effectivement le sentiment général. Je répète, le voyage en aérien dans notre cette partie de la planète, en Afrique, il reste encore très cher et réservé à une certaine élite. Mais je peux vous rassurer qu'un jour viendra, ces tarifs vont baisser. Ils vont baisser. Mais pour le moment, ce n'est malheureusement pas encore le cas. Vous allez remarquer un facteur qui a accéléré la popularisation du voyage aérien ailleurs dans le monde, en Europe, en Amérique, c'est l'arrivée des low cost aussi. Ah oui, tout à fait. Vous connaissez combien de low cost dans notre continent? Il y en a, hein? Il y en a? Oui, il y en a. Oui. Qu'est-ce qui empêche, du coup, un privé de se lancer dans... Mais c'est les conditions de l'économie. Je vais revenir sur ça. Mais je pense qu'il est important qu'on s'accorde sur la composition du prix. Oui. Bien sûr, vous avez évoqué, et à raison encore, qu'à distance égale, nous ne payons pas les mêmes montants. Et bizarrement, c'est ceux qui ont un pouvoir d'achat plus faible qui ont une charge encore plus élevée. Mais il reste encore les privilégiés. Hein. C'est pour ça que l'allusion que vous faites aux impôts, on peut s'autoriser à se poser la question. Parce que quand vous regardez la composition d'un prix que propose une compagnie aérienne partout dans le monde, c'est d'abord les coûts d'exploitation directs. Hein. C'est un avion, c'est du personnel, c'est des frais d'approche, c'est beaucoup de choses qui sont liées directement à l'exploitation. Mais la particularité là-dessus, c'est que en plus de ces coûts d'exploitation directs et de la distance, on se trouve dans la situation où, dans notre continent, les coûts, quand l'avion n'est pas en l'air, qu'il se pose, c'est là où les dégâts commencent. Merci, continue. Les frais d'atterrissage sont plus élevés. Ah. Le carburant est plus cher. Au-dessus de ça, les États ont la politique, et on peut difficilement leur en vouloir, de prélever des taxes, beaucoup de taxes. On a identifié près de 200 types de taxes. Hein. Oh, wow! Oui. 200 types de taxes. Que chaque compagnie... Non, sur l'ensemble du continent, et selon les pays, parce que chaque pays a souverainement la responsabilité et le pouvoir de décider quel type de taxes. Il y a des taxes qui sont communes à tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la taxe de développement qui a été initiée par Jacques Chirac. C'est une taxe qui a été instaurée sur le transport aérien pour aider à l'achat des médicaments essentiels, notamment les médicaments contre le sida, pour financer cet organisme qui achète les médicaments en gros et puis qui aide la diffusion. Je parle de cette taxe-là parce qu'elle a le caractère mondial. Mais selon les pays, on a une taxe de développement, de touristique, du développement du tourisme. Il y en a qui mettent des taxes de solidarité, il y en a qui mettent des taxes au niveau environnemental. Donc, c'est vraiment beaucoup de types de taxes qui font que le prix d'un billet d'avion, dans beaucoup de cas, et en prenant le risque de ne pas être précis, c'est presque la moitié qui représente les taxes et les redevances. Merci, votre honneur. Qui veut dire que cet argent ne va pas à la compagnie aérienne. Elle collecte. Enfin. Mais à la fin du mois, il y en a, c'est même plus tôt, elle reverse ces taxes-là aux organismes étatiques et aux États pour
parce que c'est obligatoire, sinon autrement on ne les autoriserait pas. Oui. Donc, quand on prend un exemple comme celui de Abidjan-Dakar, un prix de billet qui peut être à la louche 308 000 francs CFA. Très bien. Les taxes représentent 162 000. Voilà. C'est-à-dire 52%. 52% du prix. Du prix du billet. Ça en fait des taxes. Et c'est la différence entre les deux, donc l'argent qui reste à la compagnie aérienne, c'est ça qui permet à la compagnie aérienne de faire face à toutes ces charges. Notamment le coût de l'amortissement de l'avion, le personnel et tous les autres coûts de l'exploitation. C'est pour ça que il faut comprendre que on ne peut pas s'autoriser, enfin, on ne peut pas raisonnablement dire, voilà, pour telle distance, Bamako, non, Abidjan, Paris, ça fait 6 heures à peu près. Et Paris, pour aller à New York, c'est les mêmes 6 heures à peu près. Et pourquoi les prix sont plus bas en Europe que les prix pour venir vers chez nous? C'est pourquoi il faut se rendre compte que sur la base de ce que je viens de vous dire, qui est que quand l'avion se pose, il y a des frais qui sont liés à l'environnement économique, de la concurrence. Maître Tabouret a évoqué le volume des marchés, donc la taille du marché. Cette taille du marché, elle est sans commune mesure à comparer avec nous ce que nous avons. Donc, c'est pas assez. Nos marchés sont tout petits. Minuscules. Ils sont minuscules, mais on est tous d'accord pour dire qu'ils augmentent. Il y a de plus en plus de voyageurs. Ah oui, et bien sûr. pourtant, nous ne voyons pas forcément les prix. l'impact sur les prix. Je suis d'accord qu'il y a moins de voyageurs. Oui. Parlons de chiffres pour que vous réalisiez l'écart. Tout à l'heure, je vous parlais des écarts entre les vols. Je vous apporte aujourd'hui le volume total de voyageurs juste sur le Paris-New York dont on parle tout à l'heure. L'année dernière, 1,8 million de personnes. Vous savez combien de voyageurs il y a eu dans tout Abidjan? Car Abidjan a reçu de gens qui viennent 2 millions de personnes. Tous les vols. Donc, il faut se rendre compte qu'en fait, juste pour que les gens réalisent, si on parle d'Abidjan-Lagos, c'est peut-être un cinquième. Encore, si je suis généreux. Donc, vous vous rendez compte qu'on est en train de dire que tout le trafic qui est fait est tellement petit que si on compare, en disant que c'est les mêmes avions, même durée, ce qui n'est pas vrai, le carburant, comme l'a évoqué notre honneur, est 12% plus cher dans nos zones. Ne serait-ce que pour l'amener, l'opérer, etc. Donc, en enlevant toutes ces contraintes-là... Quand c'est disponible, parce qu'il y a des fois où même c'est même pas disponible. J'aimerais que vous en disiez un peu plus. Les gens ne se rendent pas compte que en fait, le carburant est compliqué à avoir. Oui, bien sûr. Et ce qui fait que les compagnies occidentales font beaucoup de l'import de carburant. C'est-à-dire elles viennent avec leur propre carburant. Avec beaucoup de carburant qui font que sur place, ils n'ont pas besoin de prendre autant. En termes d'exploitation. Ils font avant de quitter Paris. Avant de quitter le marché où les carburants sont moins chers, ils chargent là-bas, ce qui est logique. Et la même réalité, elle s'applique à l'intérieur du continent, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes tarifs. Au Nigeria, ils produisent du pétrole, c'est pas la même c'est pas le même coût pour avoir Ils produisent du pétrole. Ensuite, pendant longtemps, c'était subventionné. C'est seulement avec l'arrivée de l'actuel président qui a décidé de mettre fin aux subventions, avec comme résultat que les prix ont augmenté de carburant de ce côté-là. Mais même avec ça, je ne suis pas sûr que ça atteint le niveau d'autres marchés, notamment sahéliens, ou qui ne sont pas producteurs de carburant. Et il y a même une nouvelle tendance, c'est du carburant qu'on appelle le SAF. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est du carburant qui est moins nocive pour l'environnement. Et
les règles qui sont en train de se mettre en place vont obliger nos compagnies africaines à s'adapter et pouvoir acheter ce type de carburant qui, pour le moment, n'est pas disponible et il est plus cher. Ah! Donc, en revenant à la préoccupation que vous avez évoquée, mais depuis tout ce temps, les prix montent, ça ne descend pas. Oui, parce que les exigences montent tous les jours. Ouais. Tous les jours. Vous avez évoqué l'idée des compagnies low cost. Donc, il y en a. Tu peux nous en citer? Oui, en Afrique du Sud, il y en a 2 ou 3 qui marchent bien. Ils marchent même mieux que la compagnie nationale South African Airways. Et c'est du privé, effectivement. Au Kenya, ils ont essayé de le faire aussi, une filiale de Kenya Airways, tout comme Air France a sa filiale low cost qui est Transavia. Voilà. Et les low cost, le modèle de business de low cost, c'est même type d'avion, donc moins de pièces détachées, avec atterrissage dans des aéroports où les coûts sont les plus faibles. Même certaines villes subventionnent ces compagnies aériennes. Ah, d'accord, on savait pas ça. Pour que les compagnies aériennes se posent. C'est connu à Paris. Beauvais. Voilà, Beauvais. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce qu'il y a eu l'aéroport là-bas, effectivement. C'est ça. À Londres, c'est pareil. Et à plein d'endroits, plein de villes où les municipalités décident de subventionner la compagnie aérienne. Le champion dans ça, c'est Ryanair, qui est low cost anglais. Oui, ils sont dans toutes les petites villes. Ils vont partout, mais c'est les autres qui payent. Alors que chez nous, qui payent pour le transport aérien, alors que chez nous, nous utilisons le transport aérien pour financer les infrastructures locales. Alors que là-bas, c'est l'opposé. Voilà. Et je peux vous dire, à mon grand regret, que cette logique, jusqu'ici, se justifie parce que les quelques-uns qui prennent l'avion, c'est ceux qui ont le plus de moyens. Donc, c'est là-bas qu'on tape, en termes d'impôts. C'est sur ce, en fait, oui. Donc, pour revenir sur votre sujet, il y a peut-être une forme d'imposition indirecte par le transport, mais parce que c'est aussi une population qui est plus dure à taxer autrement pour les États. Ceux qui ont les moyens de se payer les transports aériens sont ceux que l'État a le plus de mal à capter en tant que taxation. Ben oui, on tape là où l'argent est. On les taxe dans leur quotidien, dans leurs revenus, dans leur... c'est déjà très dur de capter la TVA dans nos pays parce que les plupart des business sont informels. Donc, en fait, indirectement, pour taxer la consommation des plus riches, qui consomment une proportion plus faible qu'ailleurs dans le monde, dans leur pays. Là, après, vous parlez à la place des États, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment la logique. Nous ne sommes que des agents de l'État. C'est la logique. Oui, c'est la logique. Nous ne sommes que des agents. C'est la logique. Nous opérons dans ce cadre-là. Donc, je veux juste que ce soit mis au record. Vous étiez bien content qu'on pointe la responsabilité de l'État. Je pense qu'on va y revenir dans la deuxième partie. Nous allons y aller. L'État est toujours responsable de l'environnement. Effectivement, c'est la deuxième partie. Notamment de l'environnement du transport aérien, c'est sa responsabilité. Et donc, avant qu'on aille dans cette partie, je voudrais juste qu'on conclue sur une notion qu'on entend beaucoup, le yield management, si vous pouviez l'expliquer. Parce que je sais que beaucoup des plaintes que nous recevons sont des clients qui présument que, parce que les prix bougent beaucoup. Énormément. Énormément, c'est le métier du transport. Partout, dans tout le monde entier, c'est ainsi. Mais les compagnies africaines souffrent du double stigmate d'être perçues comme étant abusifs, parce que les variations sont plus grandes, et du stigmate en plus d'avoir l'impression pour les gens que, parce que nous sommes obligés d'optimiser les routes que nous avons, souvent nous devons annuler des vols, des choses comme ça. Et trop souvent, les gens pensent que c'est purement par appât du gain. C'est notre métier, effectivement, de faire quelque chose de rentable. Mais votre honneur, pourriez-vous illustrer pour le public vous avez parfaitement raison, Maître Tabouret. Le yield management est une stratégie de gestion des fauteuils dans un avion. Aujourd'hui, ça se fait pour même d'autres activités que le transport aérien, qui consiste à avoir pour chaque vol, et mettons en classe économique plusieurs tarifs en fonction du moment où le client s'engage. Un client qui achète un billet 3 mois à l'avance, son vol, c'est un bon client pour la compagnie parce que 3 mois avant, elle a la trésorerie, elle veut travailler avec. Donc, elle fait les petits prix. Les prix d'appel, ça commence par ça. À l'inverse, quand on attend une semaine avant le vol pour acheter son billet,
la compagnie aérienne, elle charge. Et c'est des logiciels qui sont en application qui font que les prix sont les plus élevés. Parce que quand on attend une semaine avant pour voyager, c'est que vraiment, il faut qu'on parte en ce moment-là. On paye le prix de son retard. Et malheureusement, nous n'avons pas l'habitude d'acheter des billets à l'avance. Voilà. Encore une fois, cette habitude. Donc, les habitudes toutes du les public. fois, on est confronté au méfait du yield management, à savoir quand on vient pour s'engager avec la compagnie aérienne, on paye au prix que la compagnie veut. Alors que quand on achète à l'avance, on paye le prix que la compagnie est prête à concéder, même à perdre de l'argent, mais parce que vous lui permettez de se sécuriser sur votre place dans son avion, vous avez payé. Deuxièmement, vous lui donnez de l'argent et elle va travailler avec cet argent. Tout à fait. Donc, elle peut s'autoriser un certain nombre de choses. C'est beaucoup de facteurs qui font que, ensemble, les prix des billets sont effectivement plus élevés chez nous, comparés pour la même distance, comparé à ce qui se passe sur d'autres marchés. Et pour tous les facteurs que je viens d'évoquer. Pas seulement les taxes, il y a beaucoup d'autres considérations. Si je peux me permettre, pour avoir une autre illustration, on a parlé des compagnies sud-africaines. Et je veux citer, pour avoir été souvent en Afrique du Sud, j'ai été toujours très impressionné, effectivement, par le fait, au-delà que les billets soient pas chers, que quand on prend un vol pour partir d'Abidjan, qui est avec des arrêts, souvent, le vol est toujours quasiment, moitié rempli. Très rarement plein. Ah bon? Très rarement. De mon expérience, jusqu'à l'Afrique du Sud, on s'entend. C'est-à-dire qu'il s'arrête. Il s'arrête en cours de route. Oui, d'accord, oui. Avec des gens qui descendent, d'autres qui montent, etc. Oui, on ne peut pas remplir jusqu'à la destination finale. Oui, bien sûr. On pourrait. Avant d'arriver à Abidjan, par exemple, si on prend l'exemple de South African Airways, il vient des États-Unis. L'avion? Oui, l'avion vient des États-Unis et pour Abidjan et puis Dakar. Donc, il n'est pas plein, forcément. Qui fait que la compagnie aérienne, elle est en grosse difficulté. Oui, déjà. Elle a été... elle a absorbé un coût déjà avant de venir. Et c'est très important qu'on le rajoute parce que, par opposition, quand on arrive en Afrique du Sud, même sur un vol, je veux dire, basique, Cape Town, Johannesburg, c'est systématiquement plein. Systématiquement. Pour l'avoir fait plus d'une dizaine de fois. Les deux, là, South African Airways Express et Comair. Et Excel Airways, exactement. Ou Mango, ils ont une autre aussi qui s'appelle Mango. Sont systématiquement pleines. Et donc, on revient à ce sujet qui est je sais que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que pourtant, le trafic augmente, mais on va prendre quelque chose de concret. De 2022 à 2023, le trafic d'Abidjan dont je parlais tout à l'heure a augmenté que de 11%. Je sais que les gens aiment dire 11%. Oui, mais là, on parle sur une année, Maître Tabouré. Je sais pas, retournez dans votre chat GPT, regardez. Je regarde sur une période de 10 ans. Après, vous allez me dire, il y a l'inflation. Après, vous allez me dire, il y a la taxe. Il y a toutes ces contraintes. Oui, mais d'accord. Mais à ce moment-là, quelle est votre responsabilité, finalement? Vous, en tant que compagnie aérienne, vous ne faites que subir. C'est ça que vous voulez dire. Non, ce que nous voulons dire, c'est comme entrepreneur, M. Taï. Vous dites rentabilité. Jusqu'à preuve contraire, et l'historique montre que rentabilité, c'est ça qui garantit la pérennité. Oui, mais l'historique, on va dire, de vos confrères. Objection. Nous ne pouvons pas revenir sur le passé pour litiguer le présent. Ce n'est pas possible, monsieur Lumumba. Restons sur le présent. Disons que c'est pas la rentabilité qualité première, on va dire, de votre secteur. Je m'arrête très là. Oui, voilà. Tout à fait. Ça, c'est 1. 2, vous vous cachez derrière l'État comme un mauvais élève qui se cache derrière son voisin. Mais non. Dès qu'on a dit l'État, vous étiez... Oui, non, mais c'est une contrainte. Mais quelle est votre responsabilité? Non, mais monsieur Lumumba, en tant que compagnie aérienne, parce que depuis tout à l'heure, vous regardez que à gauche, à droite, le marché, il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas... Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Ce que nous continuons à faire, les compagnies aériennes africaines, on peut dire ce qu'on veut, tentent énormément de choses, comme tout entrepreneur. Nous sommes dans une chaîne entrepreneuriale. Et je pense qu'il faut reconnaître que ce n'est pas un manque d'essais. Chaîne entrepreneuriale très subventionnée, quand même. Oui, il y a énormément de tentatives et je voudrais qu'on célèbre ça. Quelles sont-elles? Tentatives sur les prix, les lignes dont on vient de parler. L'ouverture de ces lignes, par exemple, tout à l'heure dont j'ai parlé vers de la Côte d'Ivoire.
vers l'Afrique du Sud. Donc, vous êtes bénéficiaire indirectement, monsieur Lumumba. Il me semble que vous l'avez pris 1 ou 2 fois pour aller au Congo. Je ne dis pas ici que je ne vois pas. Je veux juste que vous souligniez. Non, mais vous nous reprochez de ne pas faire d'efforts. Il y a la descente et le réseau que les compagnies essayent de développer. Merci bien. Mais il faut qu'elles aient le retour sur ces investissements parce qu'ouvrir une ligne, c'est pas facile. Et bien sûr, une ligne, on ne l'ouvre pas pour faire plaisir. Merci. On l'ouvre parce qu'il y a un trafic qui est suffisant pour pouvoir avancer. On a parlé de low cost et je vais insister là-dessus. Il y a eu, en plus des exemples que je vous ai signalés, il y a l'exemple d'une compagnie low cost à la base qui est sud-africaine, qui était au Ghana, à Accra, pour essayer de faire du low cost dans notre région de l'Afrique de l'Ouest. Qui est venu? Non, ils ont arrêté, ils ont essayé, mais... Pendant combien de temps ça a duré? Je sais pas, ça a dû durer 5 ans. Je ne vois pas les compagnies nationales avec leur lobbying laisser un acteur... En tout cas, je ne sais pas, ça a l'air de bien se passer en Afrique du Sud, mais en Afrique de l'Ouest, je ne vois pas... Une des difficultés, c'est effectivement, ils n'ont pas toujours eu les droits. Mais surtout, les coûts sont tellement élevés que le modèle qui marche ailleurs, mais il ne marche pas là. Parce que même à Abidjan, San Pedro... Non, il n'est pas énorme, mais comme on explique, le modèle normalement aérien partout dans le monde qu'on essaie de calquer aux compagnies qui opèrent dans notre zone, et comme l'a souligné notre honneur, même les compagnies étrangères ont du mal ici. Je veux que ce soit l'un des messages qu'on retienne sur le prix. C'est que ce n'est pas une question juste de... Les compagnies africaines peuvent avoir beaucoup de difficultés parce qu'elles tentent des choses difficiles, comme un entrepreneur qui tente dans un environnement compliqué de se développer. Il y a des échecs. Alors, moi, de ce que je sais, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais il me semble que l'Afrique pour Air France, par exemple, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on dit que les autres compagnies ont du mal. C'est pas compliqué. C'est parce que une compagnie aérienne ne gagne pas beaucoup d'argent, presque rien sur les classes économiques, qui est le grand nombre de passagers. C'est sur les passagers à l'avant, en business class. Donc, nous autres, on sert à rien. Voilà. Et ça... Aujourd'hui, la compagnie que vous nommez, que je ne veux pas répéter, c'est ça. Elle propose une qualité de service et elle a en face d'elle une demande de la part des grandes sociétés, des hommes politiques et tous ces gens-là qui sont prêts à payer ce prix. Encore une fois. Confort et se distinguer des autres. C'est ça qui vous permet d'avoir les places à l'arrière. Parce que c'est ça qui permet à la compagnie aérienne de continuer à voler. D'accord. Donc, d'un point de vue de modèle économique, c'est les porteurs. Encore une fois, le transport aérien... Plus de business class dans vos avions. Mais encore une fois, il y a une question après de vente et de perception des demandes. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme l'a évoqué votre honneur, déjà, il y a la compétition perçue. C'est-à-dire que, bien sûr, nos compagnies aériennes, faire des longs courriers vers la France, ce n'est pas simple. Ce n'est pas le même type ce n'est pas le même type d'avion. Ce n'est pas le même type de coût. Et nous n'avons pas l'avantage comme ces compagnies-là qui, elles, encore une fois, on vous le dit, se fournissent d'où elles viennent. Nous, on doit se fournir ici pour partir. Donc, c'est un combat qui est, en fait, inversé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que le prix, et encore une fois, surtout quand on voit que c'est drivé, c'est merci au tourneur d'avoir appuyé à quel point les passagers business drive l'essentiel de la value. Encore une fois, c'est sur le sommet de la chaîne et les plus luxueux. Donc même les gens du public qui se plaignent sur les tarifs économiques, en fait, ils ne sont même pas vraiment la cible. Ils sont des bénéficiaires heureux de l'existence des autres. Absolument. Et c'est triste malheureusement, mais c'est la réalité du transport aérien. Quand on n'a pas le luxe qu'a évoqué votre honneur sur le low cost ou dans les zones où le low cost existe, c'est parce que les pays, les États ont la richesse pour subventionner ça parce que ça crée de l'emploi. Et l'environnement aéronautique permettent de pouvoir pratiquer ce business model. Mais il faut que les États et les environnements et les villes, on va très loin. On parle vraiment là, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est au niveau des villes que ça se joue. C'est même au niveau des États souvent. Parce que nos États, malheureusement, souvent, n'ont pas au niveau régional, au niveau communal, au niveau de trucs, les mêmes ressources que peut avoir Beauvais, n'importe quelle petite ville en Italie. Et c'est encore une fonction de la réalité de l'Afrique doit accepter que nous restons pauvres. Non, mais on ne va pas accepter ça. Merci. On est tous d'accord. Parce que même votre juge, il se déplace en avion. Il essaye. Et quand c'est une compagnie, une entreprise qui paye,
ça va, je ne me plains pas. C'est ça. Je vais en business, mais si je dois le payer de ma poche, je réfléchis longtemps avant d'aller. Avant d'aller sur l'économie, comme nous tous. Mais du coup, ok, donc ça explique également pourquoi depuis quelques mois, je pense que Air Côte d'Ivoire, par exemple, est sur un gros projet d'ouvrir une ligne Paris. Oh là là. Donc qui est avec cette possibilité, avec les bons avions, puisqu'il y a un partenariat avec Airbus, effectivement, il y a une stratégie derrière qui permettrait de vendre peut-être plus de places avec plus de marge, avec le service qui va avec, et donc qui permet de subventionner mes clients, donc que vous qualifiez du peuple, toujours. de peuple. Le projet que vous évoquez est un projet important. Air Côte d'Ivoire a le mérite de ne pas faire ce que d'autres ont fait dans la sous-région et qui se voyaient bien parce que ça s'est terminé dans l'impasse, c'est de vouloir, dès la création de la compagnie aérienne, de vouloir faire du pari. Merci. Dès le début. Dès le début. Ouais. C'est une hérésie. C'est une hérésie pour nos compagnies aériennes, mais malheureusement, très peu résistent à cela. Une compagnie qui a été créée longtemps avant Air Côte d'Ivoire, Askai Airline, qui est une compagnie des gens très raisonnables et parfaitement bien gérée. On pourra revenir là-dessus. Ah oui. Jusqu'à présent, ils n'ont pas commencé Paris. Alors qu'ils sont là depuis plus longtemps. Depuis bien plus longtemps. Oui, on voit qu'il y a une stratégie autour du Ils se développent dans la sous-région, ils se consolident, ils se renforcent pour après attaquer la concurrence pour aller sur le long courrier. D'autres avant ont essayé, mais même les compagnies nationales, les officiels préfèrent aller sur les compagnies européennes. Alors, ce qui est un très gros problème. Oui. Bien sûr, les entreprises qui envoient leurs directeurs en Europe, elles payent parce que ça fait partie de leur coût d'exploitation. Mais on devrait s'attendre à ce que les États obligent les officiels et d'autres hauts fonctionnaires à voyager sur la compagnie nationale. Mais malheureusement, cela n'est pas acquis. Et quand on leur donne le choix, ils préfèrent aller chez telle compagnie aérienne pour avoir des miles et puis profiter. En plus, en termes de qualité de service. En termes de qualité de service, parce que pour un voyage, ou comme tout autre d'ailleurs service, ce qui compte, c'est la prévente. Ces compagnies ont une qualité de service après-vente qui est nettement supérieure à ce que font nos compagnies aériennes. Malheureusement. Malheureusement. C'est connu, sauf à vouloir ne pas reconnaître la vérité. Quand il y a un problème avec une compagnie aérienne africaine, toutes les compagnies aériennes peuvent être confrontées à des difficultés d'exploitation et en règle générale, les compagnies aériennes africaines, les gens disparaissent. Le personnel, il disparaît. Personne ne répond. Alors que dans d'autres cas, avant même que le problème ne vienne ou quand ils sentent que le problème vient, ils préviennent, ils informent, il y a un service après-vente. Voilà. Hop, petite pause, surtout à toi qui te demande systématiquement, mais quelle est donc cette tribu SOA à laquelle on fait systématiquement référence? La tribu SOA, c'est la communauté d'Entrepreneur State of Africa, la meilleure communauté du monde mondial. Une communauté dans laquelle vous êtes déjà 300 membres à se retrouver au quotidien avec Moula et moi à échanger. Alors, ce n'est plus sur Telegram, c'est maintenant sur la plateforme School. Et sur cette plateforme, c'est génial parce que c'est comme si on avait notre réseau social SOA dans lequel on peut débriefer des épisodes, on peut débriefer d'un projet business que vous avez, on peut rebondir sur des éléments d'actualité. On fait également chaque mercredi soir les masterminds avec des experts de la tribu qui prennent la parole. C'est vraiment un lieu, un espace d'émulation à laquelle on veut que vous participez. 200 € pour l'année, 120 000 francs CFA. Franchement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et surtout,
ce n'est pas qu'une plateforme. Nous avons également des événements, des meet-up à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Washington. Les membres se retrouvent même à Londres. Et dans ces événements, vous serez très souvent surpris par la présence de guests que vous avez vus dans le podcast. Donc, c'est tout ça qu'on met en place parce que vous savez à quel point le pilier entourage est important pour nous. Il est important d'avoir un bel entourage. Il est important d'être conscient de son ambition. Il est important d'être conscient de son entourage. Et on veut vraiment que vous nous rejoigniez si vous êtes ambitieux parce que cette aventure, on l'a commencé avec vous et on veut l'emmener le plus loin possible avec vous. Donc, à très vite dans la communauté et je vous laisse suivre l'épisode. Voilà la différence. Une autre différence en termes de coût, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça en Europe, la réglementation européenne protège les consommateurs. Fortement. Quand il y a un retard, les consommateurs sont dédommagés. Là, au comptoir, avant même de partir. Donc nous, cette règle, elle existe chez nous, dans l'UEMOA. Ben, bien sûr. Ah, la règle existe en UEMOA, c'est une nouveauté. Mais personne ne l'applique. D'abord, les gens ne se plaignent pas, quand ça parce qu'il faut pas. se plaindre à l'aviation civile, et les compagnies aériennes ne le proposent pas. Mais là, on est en train de sortir de notre point de la cherté des prix. Très intéressant, mais en rendant la qualité de service, c'était quand même un sujet, effectivement. C'était aussi un des points de cette première partie. Mais je propose qu'on passe du coup au grand sujet. Au grand sujet. Qui est l'impact et l'état des États. Parce qu'il faut le souligner, les compagnies aériennes et le transport aérien est un domaine éminemment politique. Je pense que d'un point de vue business, très peu, bien sûr peut-être l'énergie, etc., sont des domaines qui sont, comme beaucoup dans le transport, extrêmement politiques. Mais encore une fois, il faut qu'on aille plus loin. Les compagnies aériennes, souvent, sont en Afrique, et je pense que votre honneur peut témoigner. Nous sommes, contrairement à l'idée que les gens ont, des sociétés très souvent publiques. Parce que notre actionnariat est essentiellement étatique. Oui, mais ça, c'est le cas dans le monde entier. Pas réellement. Il n'y a pas de compagnie aérienne américaine. Par exemple. Nationale. D'accord. Ça n'existe On va pas. vous donner un exemple. En Europe, je dirais que c'est... En Europe, il y en a qui l'ont essayé, mais elles ont, dans beaucoup de cas, elles ont disparu. Swissair, Sabena, la liste est très longue. Ah oui, Air France a failli sombrer avec le Covid. Si ça n'avait pas été la politique du soutien de l'État, c'était fini. C'est fini Air France. Voilà, c'était fini. La différence dans ces conditions-là est que un État, quand il crée une compagnie aérienne, il faut qu'il ait les moyens de supporter, de soutenir sa compagnie aérienne pour son développement, pour son lancement, et puis en cas de difficulté, de venir à la charge parce que la démarche est politique et stratégique. D'abord. Nos États ont beaucoup de mérite de vouloir le faire, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et surtout, votre honneur, on se demande, comme pour chaque entreprise, c'est le why, c'est pourquoi les États veulent une compagnie aérienne. Pourquoi d'ailleurs chaque État souhaite une compagnie aérienne. C'est des mots qui, pour nous, ne font pas forcément sens. Nous, tout ce qu'on veut, c'est, encore une fois, un trafic aérien africain fluide, qu'un jour je prenne une compagnie ivoirienne, le lendemain une compagnie kenyane. Et je dois vous dire que, et c'est l'objet de mon plaidoyer pour cette seconde partie, c'est que je parlais de frustration tout à l'heure, là je vais parler d'un peuple qui est désespéré parce que quand on regarde dans l'histoire, et notamment parce qu'on va mettre les pieds dans le plat, on est obligé, on ne peut pas parler de notre feu Air Afrique, de notre fleuron Air Afrique, où si je ne m'abuse, c'est 11 chefs d'État, 11 nations qui se sont mis ensemble pour créer cette compagnie qui a fini dans des scandales que vous pourrez nous expliquer mieux que nous, puisque ce sont vos contemporains, comme on dit. Mais voilà, nous sommes désespérés parce que nous avons le sentiment qu'il y a, au-delà de la rentabilité que Maître Saboré évoque, au-delà
des réalités économiques, on a l'impression qu'il y a une question d'ego, de prestige, qui n'a pas forcément sa place dans l'objectif d'avoir quelque chose de bien pour le peuple. Votre honneur, je vous laisse répondre sur ce contexte. Mais je vais répondre à la question de pourquoi les États veulent. Oui. Et parce que les droits de trafic des compagnies aériennes, c'est la propriété des États. C'est chaque pays qui a ce droit. Et une compagnie aérienne dans ce pays qui veut opérer sur une autre destination, parce que quand on quitte son pays, on va forcément ailleurs. C'est les deux aviations civiles qui se parlent et s'accordent. Ils sont les propriétaires des droits de trafic. Donc la chose ne peut pas se faire sans les États. Hein, c'est très important et c'est très bien comme ça. Et quand on est propriétaire de quelque chose et qu'en même temps on a la responsabilité du désengorgement de trafic dans le pays, de permettre que le commerce se fasse et que les zones se déplacent d'un point à un autre, tant dans le pays qu'à l'étranger, ça aussi c'est une responsabilité de l'État. D'accord? Comme les infrastructures routières, des choses comme ça. On a la tendance à vouloir mettre en place un outil comme les autres, mais surtout on a la fierté d'avoir le drapeau national à la queue de l'avion. Ouais, toujours. Voilà. C'est le péché mignon. Voilà. C'est le péché mignon des États. Sauf que une compagnie aérienne, c'est une entreprise qui est dans la compétition et qui a des règles de compétition, de rationalité que nos États ont du mal à pouvoir respecter. À savoir laisser des professionnels gérer l'entreprise avec les règles saines de gestion, qui est moins d'injonction de la part de l'État, qu'on ne l'ouvre pas une ligne pour faire plaisir. Certains disent que la compagnie Air Afrique est tombée parce que chaque État membre voulait qu'il y ait un vol entre sa capitale et Paris. C'est une des raisons. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas qu'on soit... Alors que d'un point de vue purement rentabilité, deux capitales qui sont voisines qui n'ont pas besoin de... Ils n'ont pas le trafic. Ils n'ont pas le volume, encore une fois. Ils n'ont pas le trafic. Donc, le drapeau national à la queue de l'avion, en règle générale, c'est pour le marché national. Nos marchés nationaux sont petits. Minuscules. Petits. Sans compter que quand il y a une participation étatique, on va demander à la compagnie, comme j'ai dit, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, de faire des dessertes. À l'intérieur du pays, ces dessertes, c'est pratiquement du service public qu'on fait. C'est de la perte. Voilà. Et cela, quand la compagnie est une compagnie privée, l'État compense en enlevant des taxes, en exonérant un certain nombre de choses. Quand c'est une compagnie aérienne, la compensation elle est automatique et la plus large possible, qui fait que la compagnie elle gagne pas de l'argent sur cette opération de desserte domestique. Et quand on va à l'international et que les billets qu'on prend parce que c'est la compagnie nationale et qu'on ne paye pas, ça c'est une aussi des raisons qui ont expliqué. Pourquoi on ne paye pas? Parce que c'est l'État entre États. Comme aujourd'hui... C'est poche gauche, poche droite, comme on dit chez nous. Poche gauche, poche droite. Comme aujourd'hui, les sociétés d'électricité, de fourniture d'électricité, dans beaucoup de nos pays, appartiennent à l'État. Elles sont en difficulté, et parmi les raisons de la difficulté, c'est que l'État, en tant que client, ne paye pas ses factures. À lui-même. Non. Donc la société... ne paye pas ses factures. Les États doivent beaucoup d'argent à leur société d'électricité. Le même modèle arrive. Dans les compagnies aériennes. La société d'électricité, quand il lui manque de la trésorerie parce que son principal client n'a pas payé, qu'est-ce qui se passe? On fait des délestages. Ah, c'est ce qui explique. Mais une compagnie aérienne, quand les factures ne sont pas payées, qu'est-ce qui se passe? On reste au sol. Et on ferme. On ferme des lignes, on ferme des vols. Qui explique que vous avez vu dans notre sous-région, depuis les indépendances,
certains pays, c'est 4 ou 5 compagnies aériennes qui ont été tentées avec l'État. Oui. D'autres 3, d'autres 2. Même des pays qui aujourd'hui ont fait le choix de ne plus se mettre dans les histoires de compagnies aériennes. Je pense à la Gambie. Qui s'est sorti de ça. Ghana et le Togo. Le Togo? Ah oui, oui. Le Togo, oui, tout à fait. Il n'y a pas une compagnie nationale du Togo. Ça n'existe pas. Askai est au Togo, mais ce n'est pas une compagnie nationale du Togo. Hein? C'est une compagnie de privé. Qui est une filiale de Ethiopian, pour ceux qui, pour ceux qui ne le savaient pas. Ethiopian est le partenaire stratégique. Et qui est par le fondateur d'EcoBank. En Gambie, il y a eu des tentatives de compagnies aériennes, mais ce n'était même pas national, c'était des privés, des Suédois. Je ne sais pas si tu te rappelles de Gambia Air Shuttle. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Bon, bah, tu étais tout petit. Donc, voilà. Le Ghana a fait aussi Ghana Airways sous plusieurs formes. Ah. C'est fini. C'est vrai. Et ils ont décidé, en tout cas ces 3 pays, ont décidé de dire, OK, nous, on ne va pas nous emmerder à vouloir faire une compagnie nationale. On ouvre et tout le monde vient. Donc la desserte est assurée, qui est la responsabilité de l'État. Mais l'État n'est pas là en train de payer pour que l'opération se passe. Au contraire, ceux qui viennent, ils payent à l'État. Un grand pays, économiquement je parle, et en population, qui est le Nigeria, donc qui a le potentiel pour pouvoir exploiter. Oui, même en domestique. Aujourd'hui, il n'y a pas de compagnie aérienne du Nigeria. Ils ont fait plusieurs tentatives. Air Nigeria, Nigeria Airways, ils ont aussi toutes les formules. Mais tous les noms sont passés. Ça ne marche pas. Et là, c'est privé. C'est des privés. C'est des privés qui font. Ils doivent avoir des difficultés. Non, mais c'est incroyable. Et il y en a beaucoup de compagnies aériennes au Nigeria, ne sortent même pas du Nigeria parce que le pays est grand. Et il y a des niches, des sociétés pétrolières. Ils rentabilisent leur exploitation sur cette base-là. Mais pour aller à l'international, c'est très compliqué. Et donc on parle de l'international régional déjà est problématique. N'imaginons pas l'international mondial. Bien sûr. J'ai évoqué qu'il n'y a pas de compagnie aérienne nationale des États-Unis. Oui, même aux États-Unis, il n'y en a pas. C'est un vrai sujet. Oui, bien sûr. Et tout ça est privé. Donc ce n'est pas un modèle que les États devraient poursuivre, en fait. Absolument. En réalité, à quelques exceptions près, mais vraiment à quelques exceptions près, je pense à Ethiopian Airlines, on pourra revenir là-dessus. Je pense à la Royal Air Maroc. Je pense à Egyptair. Dans toutes les autres, perdent de l'argent. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le cas d'Ethiopian parce que c'est vraiment cité comme l'exemple très souvent comme l'exemple. Comment est-ce que quelle a été la vision de départ? Donc c'est porté par l'État. Très simple. Parce que de base, enfin moi j'ai été une fois en Éthiopie. Enfin c'est pas un pays qui dans le développement est forcément plus rapide. De base, mais il y a une accélération ces derniers temps. Ces derniers temps, mais ce que je veux dire, c'est que Ethiopian était déjà là. Ethiopian Airlines était 1946. Waouh. 1946. C'est une vieille dame, Ethiopian Airlines. Ah oui, d'accord. En fait, aussi, c'est aussi un problème, c'est que ça existe depuis plus longtemps que les autres. Depuis très longtemps, et surtout, ça a été bien conçu, la vision qu'il y a. D'accord. Le capital est 100% État. D'accord. Donc, c'est vraiment le type qu'on ne souhaite pas, qu'on est en train de décrire. Mais ça marche. Parce qu'il y a un switch. Ce qui s'est passé, c'est que quand Haile Selassie a créé Ethiopian Airlines, il a confié à une compagnie aérienne américaine, Panam. Ça fait peut-être entendu oui, parler. Panam Air, à l'époque, ça n'existe plus. Voilà. Ça n'existe plus. Oui. Ça fait faillite. Alors que c'était une compagnie privée. Oui. Donc, qui ont géré Ethiopian Airlines sans aucune interférence de l'État. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est très compliqué. Et la lucidité qu'ils ont, c'est que tous les régimes passent et ils ont respecté ce principe. Qui fait qu'aujourd'hui, cette compagnie aérienne a un personnel qui ils sont des fonctionnaires, j'imagine. Je ne sais pas exactement le statut. Mais c'est 100% de l'État. Mais ils ont une main libre complètement pour gérer cette affaire. Et ils ont une discipline d'enfer. Des professionnels
dans tous nos pays, on sait qu'un représentant de compagnie aérienne Ethiopian Airlines, on ne peut rien obtenir de lui comme faveur, passe-droit, des choses comme ça. Ah, c'est connu ça? Ah non, c'est connu. Comparé aux autres compagnies aériennes, c'est plus négociable. Bien sûr. Non, non. Vous êtes bien Ils placé sont pour le savoir. disciplinés, ils respectent les choses. Restons concentrés, nous apprenons, restons concentrés. Donc, gestion rigoureuse, discipline. Et ils ont un autre facteur qui les a beaucoup aidés, c'est que le siège de l'Union africaine, avant c'était l'OUA, c'est Addis Abeba. Ce qui fait que les gens viennent de partout pour aller là-bas. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord se sont consolidés sur ça. Et après, ils ont décidé, puisqu'on sait faire pour venir chez nous, on va faire les prolongements pour aller ailleurs. Mais ils ont mis longtemps, du coup. C'était dans le temps. Oui, et ça marche. New York. Et ça marche. Ils ont cette discipline et cette rigueur est tellement forte que quand, il y a quelques années, il y avait une guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, pas l'Érythrée, c'est Somalie, non, le Tigré. Le Tigré. Voilà. Ils ont délocalisé le management pour le mettre à l'abri des contingences du pays. Pour vous dire combien c'est raisonnable. Et quand il y a eu le Covid, ils ont très rapidement, les autres ont mis leur avion au sol, eux ont dit non, on ne fait pas ça. Ils ont enlevé les chaises, ils ont transformé les avions en cargo. Wow. Pour aller chercher les médicaments, les vaccins et tous ces trucs, et faire du cargo. Et ils ont maintenu l'activité comme ça. Ils ont maintenu l'activité. Donc la compagnie est profitable depuis longtemps et systématiquement. Voilà, c'est vraiment le contre-exemple, mais tout le monde ne peut pas se prévaloir de cela. Le jour où nos États seront capables de cette discipline en termes de non-intervention et de non-immixtion dans la gestion, et puis de confier à des professionnels, pas donner à un fonctionnaire parce qu'il était chef de cabinet dans le ministère des Transports pour gérer la compagnie. Voilà, ça marchera. Oui, voilà. C'est un métier. C'est un métier. Et là, ce qu'on décrit en tant que compagnie aérienne, je pense qu'il faut quand même qu'on ajoute effectivement le sujet de les accords en plus qui ne sont pas respectés. Donc, on en a parlé de la réglementation qui n'est pas respectée, des dédommagements peut-être de notre part, mais l'accord de Yamoussoukro revient régulièrement sur les réseaux sociaux en nous disant qu'on a un espace ouvert pour avoir nous-mêmes, dans une autre vie, opéré dans le commerce international africain. Je peux vous dire que la zone de libre-échange africaine, MEDCLAF, ZCLAF, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. C'est pareil, c'est de la grande théorie. On est censé être dans un espace, la CEDEAO aussi, sans frais de douane. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a un vrai sujet, je pense, de manière générale, les compagnies africaines ne sont qu'un symptôme d'une maladie sur l'écart entre les réglementations annoncées et l'implémentation, qui est très, très, très pesante, en fait, pour les gens qui, du coup, se plaignent de se dire, je pense que le public et nous pouvons s'entendre pour une fois là-dessus, où on attend, mais ce n'est pas effectif. Et je corroborais dans ce sens-là, où on se demande comment est-ce que nos États n'arrivent pas à voir également je comprends toutes les contraintes qu'on évoque depuis tout à l'heure, mais la grande picture, c'est-à-dire que si on favorise aussi cet échange, ce libre-échange, il y a forcément plus de transactions, il y a forcément plus de business. Enfin, c'est un peu le pari qu'a pu faire l'Europe sur la facilité, on va dire, de passer d'un pays à un autre. Bon, là, on n'est pas là pour parler des sujets des visas, qui est encore un tout autre sujet, mais qui est également un frein. Mais comme vous disiez que ce n'est pas le débat que des compagnies aériennes, c'est tout un ensemble. C'est tout l'ensemble. Mais avant de venir sur ce point-là, de cette histoire de Yamoussoukro, et puis de la volonté ou la capacité à se mettre ensemble, je voudrais dire 2-3 choses sur le sujet le point qu'on est en train de quitter. Nos États se saignent pour mettre en place une compagnie aérienne. Ils font des investissements énormes. Et ils ont le mérite de vouloir essayer. Mais le transport aérien a ceci que quand on a fini d'acheter un avion, ou 2 ou 3, et qu'on a commencé à voler, c'est là que les problèmes commencent. Oui. C'est pas au lancement. Et pendant longtemps, on ne peut pas couvrir ses frais.
Et il faut avoir cette capacité financière de couvrir cette période. Et la plupart du temps, nos compagnies aériennes africaines ont du mal à assurer ça. Un pays qui est en crise, quelle que soit la raison, que ce soit une crise financière, une crise sécuritaire, la priorité est ailleurs. Ouais, c'est pas le développement du train. Voilà, c'est la priorité est ailleurs. Hein. Il y a l'éducation, il y a la santé, la sécurité, voilà, et tout ça, la sécurité. Donc, nos États n'ont pas les moyens de pouvoir supporter la charge de lancement et d'envol d'une compagnie aérienne dans la durée jusqu'à ce qu'elle soit capable elle-même de couvrir ses frais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, qui explique pourquoi nos compagnies ont du mal. D'accord ? Et ce n'est pas qu'africain, je veux qu'on précise. Bah Même oui. les autres États ailleurs dans le monde n'y arrivent pas. Ils ont les mêmes problèmes. C'est Ils ont pas les que les mêmes Africains, juste qu'on ne dit pas que les États africains, encore une fois, non. Oui. C'est partout dans le monde. Oui. Donc, vous savez, vous avez certainement entendu dire que quelqu'un qui est milliardaire, s'il veut tomber millionnaire, il faut qu'il investisse dans la compagnie aérienne. C'est connu, ça. Je suis connu entre vous, gens du transport aérien. Nous, on connaît pas ça. C'est connu, ça. Sérieux, si tu veux passer de milliardaire à millionnaire, il faut aller dans le transport aérien. Oui, il faut aller dans le transport aérien. Seigneur. Oui. Parce que les milliardaires, ils aiment bien avoir leur avion, comme Trump ou d'autres. Ou Richard Branson. Voilà. Richard Branson, oui, tout à fait. Et c'est peut-être lui-même, d'ailleurs, qui a dit cette méthode. Ah oui, je pense que c'est peut-être lui. Parce que ça lui a fait beaucoup de mal à Virgin Galactic. Il l'a senti. Oui, tout à fait. Il l'a senti. Hein. Donc, le transport aérien, c'est pas une affaire qu'on fait pour le prestige. D'accord ? Si on le fait Parce pour que le même prestige, le prestige, il faut avoir les moyens d'assurer le prestige. Hein, quand on est smicard et puis qu'on veut être habillé en Louis Vuitton et Versace et tout ce que vous savez, après ça coince, quoi. Ça coince. Hein? C'est ça. Mais et je dirais même l'analogie encore plus intéressante de ce que je retiens, moi, quelque chose d'important pour les compagnies aériennes africaines, c'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte. C'est que le temps des États ne colle pas avec le temps du développement d'un business pareil. Les États sont sur des 5, 6, 10 ans, sans compter les crises, alors qu'on parle le seul exemple Ethiopian Airlines, 1946. Enfin, on parle de 80 ans d'opération. Enfin, ils n'ont pas été colonisés, donc on ne peut pas parler d'indépendance dans leur cas. Dans leur cas, mais voilà, ça date de loin. Ça date d'avant l'indépendance. Et ça tient. Donc ça demande un temps que les États africains ont rarement eu. En fait, je pense qu'on n'a pas des États comme ça. Et vous évoquez donc cette nécessité de se regrouper, d'accord ? Je pense qu'il faudrait, après tout ce qu'on a pu dire sur Air Afrique, dire que c'était une excellente idée, que c'était une initiative qu'il faut réessayer encore. Il faut réessayer encore. Ça, je sais pas, les gens qui y étaient ont l'air traumatisés, donc il faut réessayer encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Mais ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai expliqué. Au départ, c'était très bien. C'est très bien. C'était très bien. Réussi, sauf que, je vous répète, et c'est connu, vous avez entendu parler des GP ? Oui. Oui, des points... Les billets gratuits. Les billets gratuits que les gens... Air Afrique est la compagnie qui a le plus développé cette technique. Qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui voyageaient sans rien payer. Du personnel de Air Afrique, les week-ends, ils allaient à New York ou à Milan pour aller faire du commerce. Oh, wow! Juste le temps du week-end, c'est le billet gratuit. Gratuit. Et pendant ce temps, il y a des gens qui veulent prendre l'avion et payer. Il n'y a pas de place. On ne leur donne pas la place. Oh, wow! On donne la priorité. Normalement, le système est fait en sorte que les GP ne montrent que quand il y a la place libre. Ouais. Mais avec les collègues, on arrivait toujours à s'arranger. Je dis on arrivait, je n'ai jamais travaillé avec Air Afrique. On a été partenaire, mais non. C'est connu, je l'ai dit, des lignes qui étaient ouvertes, qui n'étaient pas rentables, à l'évidence. Mais quand c'est le cas, il faut subventionner. Ces subventions ne viennent pas. Air Afrique avait un capital qui n'a presque pas bougé. Ah, il n'y a pas eu de réinvestissement? Non. Non, de 1961, 60. Quoi? Ça a commencé en 60. La 60. Création? Oui. Ah non, c'est bien après. C'est bien après. Je n'ai pas l'année exacte. Je sais que tout ça s'est arrêté en 2002. 2002. Hein? Donc ça, c'est une des raisons aussi qui ont fait que, en termes de trésorerie, il faut réinvestir.
nos États, c'est connu, dans nos organisations, les gens ne payent pas les contributions. A fortiori, quand on est dans quand on est plusieurs et que chacun doit contribuer. Voilà. Et chacun voulait les avantages et ceux qui sont à la tête ne pouvaient pas durablement s'opposer à ces sollicitations. Ouais. Donc, quand on a ajouté tout ça, ça fait que l'affaire était sous-capitalisée, en grosse difficulté de trésorerie. Mais ce qui a tout cassé, parce qu'il y a eu un programme de redressement, c'est quand il y a eu la dévaluation en 1994. Ah, ça, on n'en parle pas assez. Non, on n'en parle pas assez. La dévaluation en 1994 a donné la situation que Air Afrique avait ses recettes en CFA, puisqu'on est dans la zone CFA, dévaluée. Mais ces coûts étaient en... Les coûts étaient en devises. En dollars. Et les coûts sont élevés. C'est que dans un avion, presque tout vient de l'extérieur, sauf la bouffe. Et encore. Et encore. Et encore. Donc, quand on se retrouve dans une telle situation, il y a beaucoup de sociétés qui ont fermé. Mais elle a fermé pour ça. Donc, c'est vraiment le coup de grâce qui est arrivé. Mais avant, la société était à mal. Et aujourd'hui, je dis, il faut qu'on fasse encore quelque chose qui y ressemble. Mais pourquoi? Ah oui, parce que on a discuté tout à l'heure, chacun de vous, vous avez argumenté, on s'est mis d'accord qu'il y a un problème de taille de marché, un problème d'étroitesse, donc de taille de marché, il y a un problème de droit de trafic, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées quand on se met ensemble, les États. D'accord? Parce qu'on a un marché qui est plus important, on a théoriquement des moyens plus importants pour faire les investissements qui sont nécessaires. Le transport aérien, c'est hyper capitalistique comme mode de fonctionnement. Mais je vous dis, le frein, c'est il ne faut pas une gestion comme une société publique. Et la solution, elle est en train de se mettre en place. En tout cas, l'exemple de Askai est un très bon exemple. Qui est donc une compagnie aérienne basée à Lomé. Ce n'est pas une compagnie de Togo, elle est basée à Lomé, avec comme principal initiateur celui qui a créé EcoBank avec Nigeria, Gervais Kojo. Exactement. Jondo, qui a réussi à faire venir dans le capital EcoBank, faire venir BOAD, qui est la Banque de développement de l'UEMOA, et BIDC, qui est la Banque de développement. BIDC n'est pas bien connue. C'est la Banque de développement de la CEDEAO. D'accord. Donc, 3 gros actionnaires qui sont banques. Qui sont des professionnels, qui ne vont pas mettre du sentiment dedans. Non. Oui, des professionnels de la banque, mais qui ont la trésorerie, donc qui peuvent financer cette phase de difficulté que j'ai évoquée, que nos États n'ont pas individuellement. Et la gestion, elle est privée. Et pour mettre ça en place, ils ont choisi un partenaire technique qui est Ethiopian Airlines, la fameuse Ethiopian Airlines. C'est qui est devenu actionnaire aussi. Alors. Ils sont actionnaires, mais c'est eux qui gèrent la société au quotidien. Donc, si chez eux, il n'y a pas d'interférence des États, ce n'est pas ailleurs qu'ils vont se soumettre à des interférences. Il n'y a pas d'actionnaire en plus. Résultat des courses, ils n'ont pas fait la bêtise que font beaucoup de nos compagnies aériennes, c'est commencer les vols, aller à Paris, à Londres, à Milan, des choses comme ça. Non, ils sont encore dans la sous-région. Aujourd'hui, ils sont suffisamment costauds pour être capables d'envisager cette perspective. Je sais parce que je les aide dans ce sens-là. Mais ils ont eu du mal, malgré ce format. Par exemple, on va démarrer la Mauritanie, la desserte de Nouakchott. Ça fait longtemps que cela n'était pas possible parce que l'État de Mauritanie voulait protéger la compagnie nationale. Ben voilà, un autre sujet. Donc, si on se met ensemble, après,
ce billet disparaît. Sauf que le format de ASKY, c'est beaucoup de gens qui se sont mis ensemble, qui ont de l'argent, qui peuvent supporter le développement du business. Mais il n'y a pas d'État. Alors qu'ils vont travailler avec les droits de trafic des États. Hein? Alors, dans quelle mesure cela est possible? Voilà. Le principe de la déclaration de Yamoussoukro, c'est le principe de l'open sky. Faire en sorte que une compagnie aérienne qui veut partir de chez elle pour aller ailleurs, elle va le faire. On ne doit lui faire aucune restriction. Puisque tous les États ont les droits. Ça va même plus loin, c'est de lui permettre d'aller d'un point à un autre, pouvoir s'arrêter dans une autre ville et prendre des passagers. Parce que ça n'est pas toujours possible de faire ça pour une compagnie aérienne. Parce qu'on fait un accord avec des États. Quand on quitte Conakry pour aller à Lomé, dans le cas de ASKY négocie avec l'État de Guinée. Donc, ils ont le droit de prendre des passagers de Guinée pour aller à Lomé. Mais a priori, sans ce genre d'arrangement, ils n'ont pas le droit de prendre des passagers qui partent de Guinée pour venir à Bamako. Ou prendre des gens de Bamako pour aller à Lomé. Et dans l'autre sens aussi. Bon, donc, cette politique de l'open sky, c'est ça qui permet... je vois qu'il y a un business, un potentiel pour moi sur un marché. J'y vais, on ne me fait pas d'obstacles. C'est ZLECAf avant ZLECAf. Ouais, la ZCLAF que nous a promis en Afrique depuis. Ouais. Donc, liberté d'échange, liberté d'installation et de mouvement avec ZLECAF, c'est les droits de douane qui sont enlevés. Dans ce cas-là, c'est les droits de trafic qui sont autorisés à qui ils veulent. Mais très peu de nos pays, d'abord, ont ratifié ça. Ah, ils n'ont pas tous ratifié? Non, ils n'ont pas tous ratifié. En 2020, il n'y en avait que 37 sur les 50 et quelques. Ok, oui. D'accord. Lors de la présidence du président Kakame à la tête de l'Union africaine, lui, il a poussé pour... bien sûr, vous vous rappelez qu'il a poussé pour que l'Union africaine puisse se financer elle-même en prélevant quelques taxes. Toujours les taxes, hein, c'est comme ça que ça marche. C'est sur le même sujet. Ouais. Mais aussi pour faire en sorte que ce Open Sky rentre vraiment en application. Malheureusement, ça a du mal à se faire. Mais là, on est dans une impasse parce que ça voudrait dire accepter pour certains pays de se mettre en retrait. Perdre des revenus. Et dire, perdre des revenus, c'est pas puisqu'ils sont pas forcément rentables, mais ce que je veux dire, c'est que mettre l'effort, le fleuron qu'ils ont mis en place au service de la vision panafricaine. Oui, mais le sujet, c'est que c'est toujours un pari, je pense, en tant qu'État africain, malheureusement, de se dire, je laisse l'argent que j'ai aujourd'hui, que j'ai du mal à capter ailleurs, en se disant... Si je laisse les gens venir, je vais récupérer l'argent ailleurs, ou je n'arrive pas à le récupérer aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et c'est ça, je pense, la tension derrière le transport aérien, c'est... aussi moins de coûts, enfin, j'ai un business model à... Bah, si tu laisses les autres faire les compagnies, oui, mais c'est la même chose. Après, il faut que tu acceptes de dire que tu n'as pas de compagnie aérienne locale. Après, oui. Tu crées moins d'emplois. Oui, mais le Ghana, je vous dis, le Ghana, ils n'ont plus, on ne parle plus de compagnie aérienne nationale. Ils ne veulent plus entendre parler. Et il y a plus d'avions qui se posent à Accra qu'à Abidjan. Il y en a beaucoup plus. Bah oui. Ils ont fait ce choix et à chaque fois, ils touchent. Non, c'est un choix. C'est des choix difficiles et c'est intéressant que tu évoques ça parce que je pense que les gens ne se souviennent pas quand on parle de tout ça que ce qu'on a dit, c'est qu'au Covid, Air France aurait dû fermer. Ah oui. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression que c'est un problème africain, alors qu'en fait, non, c'est un problème mondial. C'est compliqué de faire du transport aérien longtemps et avec toutes les perturbations qu'il y a dedans. Et là, on ne parle pas des problèmes de monnaie. Je sais que le Nigeria a perdu, sa monnaie s'est effondrée en 2023. En fait, il n'y a pas longtemps, des compagnies aériennes, Emirates a arrêté d'aller au Nigeria, alors qu'elle n'est pas une compagnie nationale. Parce qu'elle ne peut pas sortir ses recettes localement.
Ah bon? C'était bloqué. Donc, Oui, ils ont on fait arrêté. les opérations parce qu'ils Pourtant, n'avaient ça plus de devait être un devises. bon marché pour eux. Ah oui, Oui. c'est énorme. Mais Mais ça ils sert ont à- arrêté. Mais ça sert à rien si jamais tu perds sortir l'argent. Non, ça sert à rien de remplir son argent, son avion quand la recette n'est pas là. C'est ça qui s'est passé, comme on a dit, avec Air Afrique. Et puis, toutes ces compagnies nationales qui sont passées par le même travers. Il y a du trafic, il s'est rempli, mais en recette, il n'y a pas. En termes d'intervention, aussi, on a, je crois, l'État sénégalais qui a demandé à Corsair de se mettre sur le côté avec l'arrivée de Air Sénégal. Air Sénégal qui prend cher sur les réseaux par le Sénégal. Oui, bien sûr. Wow, je devrais défendre Corsair puisque ma société représente Corsair au Mali. Et on fait la promotion, on fait du bon travail là-dessus. Mais on peut comprendre nos amis sénégalais qui, dans la perspective de créer une compagnie aérienne, ont décidé des droits de trafic qu'ils avaient donnés à l'autre compagnie aérienne française, parce qu'il y a une réciprocité. Hein. Il y a Air France, et puis en face au Sénégal, il n'y avait rien. Donc l'État du Sénégal a donné son accord à la deuxième compagnie aérienne française de desservir et puis de payer des royalties, de l'argent. Et le jour où elle s'est apprêtée à faire sa compagnie, elle a décidé d'écarter une des deux. Voilà. Sauf que je n'aurais pas évoqué ça si Maître Lumumba ne l'a pas amené. Pas évoqué. Écoutez, je ne fais que remonter. Dès les premiers instants, nos amis du Sénégal étaient dans la logique de dire on va à Paris directement. Et d'entrée de jeu, qui est une hérésie. Encore une fois. D'un point de vue business, encore une fois. Ben oui, bien sûr. Qui est une hérésie. Qualité de service latente. C'est ça. C'est qu'ils auraient pu continuer à avoir Corsair alimenté. Ça aurait augmenté la compétition avec Air France. Donc, maintenir les prix à un niveau plus raisonnable. Toucher les royalties de chez Corsair. Et elle se développer dans la sous-région, attendre jusqu'à ce qu'elle soit bien consolidée pour après dire à Corsair, mon ami, maintenant nous même on est prêts. Bon. Mais ça encore, c'est le temps politique, c'est-à-dire qu'au moment où ça se fait... C'était à l'approche des élections, c'était dans le bilan, même dans le bilan de Macky Sall. Voilà. Et il fallait dire quelque chose. Voilà. Il fallait montrer quelque chose. Voilà. Et montrer quelque chose, c'est aller à Paris. Le privilège d'aller à Paris. Ils ont ajouté Milan, ils ont ajouté New York, ajouté plein de choses. Ils sont en grande crise. Ils ne peuvent pas supporter, l'État ne peut pas continuer à mettre de l'argent dans la compagnie aérienne. Donc, il y a aujourd'hui un plan de redressement qui fait que toutes ces lignes de prestige qui ne sont pas sous-tendues par une rentabilité prévisible, ils ont arrêté. Et je pense que c'est la bonne voie. Il reste le fameux Paris. J'espère qu'ils obtiendront que les Sénégalais, que ce soit des fonctionnaires ou des privés, prennent les vols de Air Sénégal. Plus. Mais j'entends beaucoup plus des plaintes que des applaudissements sur le Paris, parce que quand on n'a pas une flotte conséquente avec des avions, dès qu'il y a un avion qui tombe en panne, et ça arrive à toutes les compagnies aériennes. Aujourd'hui, nos compagnies aériennes africaines ont les mêmes niveaux de qualité des appareils, ils vont dans les mêmes aéroports que n'importe quelle grande compagnie aérienne. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Sauf que les grandes compagnies aériennes, quand un avion tombe en panne, il y a un autre qui prend le relais. Le machin. Si cela n'est pas possible, la meilleure des volontés des Sénégalais pour prendre leur compagnie nationale, et ce que je dis pour les Sénégalais, ce serait pour toute autre compagnie nationale, elle s'arrête. Parce qu'ils n'ont pas assez d'avions, parce qu'après le capital n'est pas suffisant. Parce que quand on a un rendez-vous, on se met sur sa compagnie nationale, et puis après la compagnie n'est pas là parce qu'elle a eu une panne quelque part et elle ne peut pas continuer. Oui, mais Maître Taboré vous dira que pour l'amour de l'Afrique, vous devez continuer. Écoutez, je pense que voilà, je pense que là on arrive à la conclusion pour moi sur le futur. Il faut peut-être effectivement que les compagnies aériennes et les États restent dans les formats comme Asky où il y a une volonté politique forte de soutien financier
mais de désengagement de l'opérationnel, ce qui est très dur à faire, je pense, comme demande. Très compliqué. Très compliqué, Quand mais on est propriétaire des droits de trafic. c'est très dur de faire ça. Mais je pense qu'il y a aussi, effectivement, une réalité dont il faut qu'on parle dans cet épisode. C'est que le public africain aussi, ça se plaint des billets, mais ça va un peu trop à Paris, à mon goût. Hein. Il y a d'autres pays où ils peuvent aller. Je veux dire, à un moment, s'ils veulent, à un moment que les billets interafricains s'améliorent, quand on va en vacances, on va en Afrique d'abord. Au moins une fois par an. Les gens vont en Afrique. Pas assez. Si Mais je pas prends assez, ils vont au niveau de leurs moyens. Moi, ce que les mais moyens justement, leur le permettent. point pour moi est, on devrait plutôt que de se calquer sur le modèle occidental ou même ailleurs en disant, je voyage 2 fois par an, ben on devrait essayer de s'imposer patriotiquement en disant, un voyage sur 2 que je fais, c'est en Afrique. D'accord. Donc, la conclusion de Maître Tabouret, l'État doit faire des efforts, le public doit faire des efforts, Je suis honorable. mais les compagnies aériennes... On continuera à faire des efforts. Non, on continuera à faire des efforts. Par ici la caisse. Non, mais c'est à un moment, monsieur Lumumba, je pense qu'en tant que panafricaniste, vous ne pouvez pas ne pas applaudir ce message. Vous ne pouvez pas applaudir le message de dire. Après, c'est un vœu pieux qu'on fait, mais je dis aux gens qui nous écoutent des fois, qui sont ben là, ils se disent, ils ont fini les vacances de cette année, ça commence à planifier Noël, parce que ça va faire en vacances à Noël. L'été prochain, prenez un pays africain, n'importe lequel, essayez de prendre une compagnie africaine. Et 1 an avant, comme votre honneur l'a expliqué, si vous prenez les billets tôt, Oui. ce sera forcément mieux. Vous avez les meilleurs tarifs. Mais il faut cesser de juste se plaindre. Et il faut qu'on y aille dans l'action. Et je pense que c'est l'action que tous peuvent prendre. Au lieu d'aller au Japon, je vois des gens qui vont à Bali. Je vois des gens qui vont aux 4 coins du monde. Mais on leur demande... vous devriez nous mettre en bas, d'ailleurs, si vous pouvez, en commentaire, combien de pays africains vous avez fait, le pourcentage de pays africains que vous avez fait dans les pays que vous avez fait dans le monde. Et je garantis que la plupart des gens qui nous écoutent sont à moins de 50%. Mais en fait, vous n'enlèverez pas le biais qui est dans nos têtes, qui est la comparaison en termes de temps de trajet. Il faut que vous qui la est similaire. laissiez. Mais non, après effectivement... C'est légitime de faire la comparaison. Oui, voilà. Mais non, c'est de mais réussir à aller au-delà. Il faut juste pas oublier que c'est pas la distance seule qui est le seul critère de détermination d'un prix d'un billet d'avion. À partir de ce moment-là, il faut... En plus, les gens ont tendance à comparer le prix qu'ils ont payé la dernière fois ou le prix qu'ils vont s'apprêter à payer pour voyager, pour venir de l'Europe, parce que je m'adresse à votre public, pour venir en Afrique. Le prix qu'ils ont payé pour ça, que ce soit sur une compagnie nationale ou une autre compagnie européenne, ils vont comparer donc ce prix avec les prix promotionnels qu'ils voient dans la presse pour aller à New York, voilà, et qui sont des prix d'entrée. C'est pas tout le monde qui a ce prix-là. Et en plus, on s'est expliqué là-dessus. Oui, souvent, en plus, c'est en prenant à l'avance qu'on a des... Donc la comparaison, c'est légitime de la faire, mais restons raisonnables. Mais moi, je demande aux gens, vraiment, en fait, cet exercice-là, j'ai même l'impression, bon, après, c'est le travail aussi des États africains, de faire le travail de promotion du tourisme, etc. Est-ce que, en tout cas de mon expérience, j'ai quand même souvent l'impression que, parce qu'il y a plus de contenu des autres pays, parce que les gens consomment plus d'aspiration à aller découvrir de nouveaux endroits, découvrir le monde, découvrir l'Afrique, qu'en fait, les voyages africains sont ceux qui sont préparés le moins. C'est limite souvent de l'obligation. Moi, je comprends ce point-là, mais je trouve quand même que dans la génération qui nous entoure, il y a quand même plus, en tout cas, de réflexion sur les voyages entre Africains que il y a 10 ans. Oui, voilà. moi je veux qu'on ait de la réflexion à l'action, monsieur Lumumba. Pousser de la réflexion à l'action. Réflexion à l'action, mais ça parle beaucoup. Encore une fois, là, je parle vraiment, c'est-à-dire, ça me choque pas, si on parle sérieusement, ça me choque pas effectivement. Je compare, je vais dire Abidjan-Nairobi. Oui, je crois qu'on est sur 6 heures, 7 heures, etc. Et payer peut-être 50% plus cher que si je vais à Bruxelles ou à Paris. OK. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais c'est le 45 minutes à Accra où on va me dire 300 000, 500 000, ou le 2 heures à Dakar. Oui. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, on est peut-être biaisé par le sujet low cost. Oui. Parce que, effectivement, il faut le dire, moi j'étais en France au moment où vraiment
EasyJet et Ryanair Ils sont arrivés en force. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je me souviens d'avoir été choqué Des prix. par la réduction, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui... Paris-Marseille à 5 €. Voilà, j'ai fait. Paris-Marseille... 5 euros. Moi, j'ai acheté plusieurs mois à l'avance. Oui, mais nous, on allait en Italie, 50 €. Enfin, aujourd'hui, les jeunes Européens, ils connaissent tous les pays d'Europe. Tout à fait. Mais ils savent s'organiser, se planifier à l'avance et prendre. Donc, effectivement, il y a un peu peut-être la frustration est d'autant plus grande qu'il y a cette envie, justement, De faire la même chose. de faire plus d'actions, d'aller encore plus, de visiter. Je pense que les compagnies aériennes, effectivement, ont le mérite d'ouvrir des voies, quoi qu'on en dise, même s'il n'y a pas assez de clients pour l'Afrique du Sud, etc. Ben, il y a cette possibilité, donc il y a des personnes qui y vont. Malheureusement, on va encore le dire, c'est peut-être des personnes privilégiées qui peuvent y aller. Mais bon, comme on l'a dit, je pense que le débat, là, il peut être plus grand parce que depuis tout à l'heure, je ne vous cache pas que je pense beaucoup aux routes. Ah, qu'il y a un autre débat, effectivement. Je pense beaucoup aux routes et je pense beaucoup à ce qu'on pourrait faire juste aller à Lagos à quelques heures de route, etc. Donc, ça aussi, je pense que s'il y avait cette alternative, ça mettrait aussi une concurrence, comme il y a eu aussi en Europe à un moment donné, entre les trains et les bus, et même le covoiturage. Donc, il faut avoir différentes possibilités pour que les compagnies aériennes se posent et se disent, bon, il faut qu'on soit plus créatif là. Oui, et que je pense que même, moi, ça va plus loin, en tant que compagnie aérienne, au-delà d'être créatif, c'est que ça étend la taille du marché. Si les gens ont plus d'habitude à aller, si les gens commencent à dire j'ai envie d'aller chaque année au Bénin pour le festival du vaudou, si ça devient une habitude, et ça devient en fait c'est une habitude de consommation sur laquelle on peut se positionner, mais qui factuellement n'existe pas aujourd'hui. Si on est réaliste, les Africains n'ont pas encore cette habitude de se dire moi je veux cet été, là je veux attaquer personne, mais j'ai vu ces derniers jours sur Instagram, parce que là on est en plein été, surtout au début août là, on voit que des aéroports, des stories et beaucoup de Sud de France, je ne veux citer personne, mais j'ai pas vu de pays africain dans tout ça. Mais là, vous avez cité beaucoup. Là. Voilà, je ne veux citer personne. Mais tous ceux qui sont dans le sud de la France, moi, Moulay Tabouré, en tant que compagnie aérienne africaine, je vous invite à me dire le dernier voyage que vous avez fait en Afrique et le prochain. Après, on peut parler du prochain. Très souvent, ces mêmes personnes vont aussi dans des capitales africaines pendant l'année. Ce que je sais, c'est qu'ils y vont souvent. Professionnellement, souvent, mais même en termes de promotion de contenu, c'est quand même beaucoup moins. Je veux dire, donc, vous êtes en train de dire qu'on réplique un peu cette volonté de prestige que nos aînés ont. Et je vais aller plus loin, c'est une colonisation inversée par le contenu. Oh là, le mot est lâché. Le mot est lâché. Je pense qu'il est temps qu'on en parle à un moment. Cette façon je veux dire, c'est très simple. La plupart des gens, leur rêve, c'est ça. Quand ils ont les moyens de prendre business, ce n'est pas business pour aller en Afrique du Sud, ce n'est sûrement pas business pour aller au Kenya, ce n'est pas business pour aller exagérons, Lagos, c'est business pour aller à Dubaï, business pour aller à Paris, business pour aller à New York. Pas dans notre région. Business versus non-business, c'est la destination. Encore une fois, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le business aérien repose beaucoup sur ça. En fait, il faut qu'on soit clair. Le transport aérien est un sport d'élite. Public. Mais je pense que le public, quand il aura les moyens, c'est ça que moi j'essaie d'appeler, c'est de dire en fait que le public aspire à ça. Et que moi, ceux je qui ont vois les par moyens, exemple beaucoup de jeunes aller de plus en plus au Maroc. Pour étudier. Non, même pour les vacances. Même pour les vacances. Et ça coûte pas cher aussi au fait que la RAM très important. a mis 2 vols. Leur vol de nuit là. Le vol de nuit que personne. Ryanair va au Maroc. À partir de l'Europe. De l'Europe, mais là on parle de l'Afrique. Oui, mais à partir de l'Afrique. Ah oui, les gens commencent à y aller. Mais il faut qu'on continue. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on pousse. Il y a Sali, les gens vont pas mal à Sali ou à Sini ici. Oui. Il y a largement de quoi. Hein. Non, c'est sûr. Je peux signifier que j'entends beaucoup plus de Maliens venir à Abidjan maintenant que j'entendais de gens aller à l'époque. Et encore plus maintenant, comme tu dis, Cotonou, d'autres trucs. Donc, c'est un mouvement qu'il faut pousser. Et je pense que... Mais pourquoi ils vont pas à Bamako? Bon, c'est-à-dire que là... Je laisse Maître Tabouré en tant que représentant du Mali défendre son pays parce que vraiment... Je ne suis pas Maître Tabouré, c'est vous qui... excusez-moi, Maître Tabouré... depuis tout à l'heure, il dit votre honneur, notre honneur. Les gens ont le droit d'aller où ils veulent. Donc, ne mettez pas
Ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Maître Tabouret. Mais je pense que oui. Ce que je veux dire, qu'il faut, en définitive, je constate que vous avez soulevé avec cette discussion une thématique qui est très, très importante parce qu'effectivement, les gens sont de plus en plus concernés par ces déplacements, que ce soit à titre familial, à titre de vacances ou même professionnel. Et que les gens se posent beaucoup de questions. Il faut effectivement clarifier ça. Donc, vous avez parfaitement raison. Je constate que, alors que vous semblez être des partis opposés, mais j'ai le sentiment que vous vous comprenez là-dessus. Et j'espère que votre opposition organisée permettra à vos auditeurs de mieux saisir ces problématiques-là et en tout cas d'avoir une autre approche. Et pour ce qui me concerne, et vous avez dû remarquer pendant tout l'échange qu'il y a une autre façon d'organiser le voyage pour les gens. C'est de le planifier suffisamment longtemps, à l'avance, suffisamment longtemps, pour pouvoir bénéficier des meilleures conditions. C'est aussi apprendre à voyager. Apprendre à voyager, apprendre cette planification et puis de ne pas cesser de faire des comparaisons, mais de comprendre que les comparaisons ne sont pas toujours raison. Voilà. Amen. Pas toujours raison. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a un beau mot de la fin. Comme votre honneur est un auditeur régulier du podcast, vous connaissez la tradition. Mais et le verdict? Je laisse ton honneur prononcer un verdict. Il faut un verdict. Le verdict, vous attendez un verdict de moi? Ouais, ça va. Écoutez, moi j'ai envie de dire que au-delà de vos deux personnes qui sont des grands professionnels de la défense de ceux qui ont besoin d'être défendus, je voudrais m'adresser à ceux qui ont besoin d'être défendus. Donc à mes clients. À eux, oui. Leur dire que... Besoin d'être défendus. que ils sont, toutes les deux parties sont acquittées. Voilà. Partie égale, dommage. Il y en a qui sont acquittés avec plus d'argent dans leur poche. Oh, tout de suite. C'est pas comme si quand vous voyagez pour aller toujours en Europe, vous souffrez, hein, ça va. Hein. on a toujours le même combat, mais le truc votre honneur, c'est que si vous devez résumer justement en un mot cet échange. Pour ceux qui sont allés jusqu'ici, parce que je pense que c'est quand même... Ils peuvent montrer qu'ils sont allés jusqu'au bout, il faut choisir un mot pour résumer cet échange qu'ils utiliseront pour faire leurs commentaires, pour nous montrer qu'ils ont été jusqu'au bout. Vous aurez pu vous-même savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que je l'ai dit dans mon dernier propos, c'est l'anticipation. Anticipation. Très bien. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire. Pour voyager. Anticipation. Très bien. Voilà. Quand on anticipe, on saisit les meilleures opportunités. Quand on anticipe, on a une meilleure préparation. Et parce que pour ce qui est du reste, notre continent est en train de chercher ses marques. Les tarifs sont élevés aujourd'hui, mais les États ont conscience de cela. Ils travaillent dans la limite de leur capacité et de leurs besoins à améliorer ces conditions-là. Je ne désespère pas que très prochainement, les tarifs vont connaître, suite à une concurrence plus accrue, connaître une baisse ou en tout cas une hausse moindre. Et aussi, si demain se mettent en place les conditions d'une exploitation en low cost. En réalité, on dit low cost, mais ce n'est même pas low cost. Ça, c'est la réalité pour le client qui achète. Mais en exploitation, c'est comment on dit ça en anglais? C'est subventionné, en fait. Non, c'est pas subventionné.
c'est avoir des coûts d'exploitation les plus faibles possibles. C'est ça qui permet à une compagnie aérienne ou à tout autre commerçant de proposer des prix intéressants. Bon courage, c'est un entrepreneur parmi vous qui veut se lancer. C'est ça. S'il est passé de milliardaire à millionnaire, comme on a dit. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. S'il veut Après, bon, le fondateur d'EcoBank, il faudrait peut-être qu'on essaie d'avoir ce monsieur, effectivement, qui a lancé Asky et qui, manifestement, c'est un monument, hein, parce qu'il a lancé EcoBank, il a lancé Asky. Tout à fait. Il a écrit un livre. Tout à fait. Et ça lui réussit. Donc, voilà. Très bien, très bien. Très bien. Anticipation. Et puis, anticipation aussi. Il faut que nos États anticipent le fait que l'explosion démographique est réelle, qu'il y a cette soif pour toute une génération de se connecter, d'aller dans ces pays-là. Et donc, on espère que ce rapprochement qui aura vraiment... qu'il continue, parce que bon, finalement, il est sur la table depuis très longtemps. Donc on espère que ce sera réel. Surtout, moi, pour conclure, je pense que je vais toujours donner un chiffre. Votre honneur, est-ce qu'il y a une compagnie aérienne italienne? Oui. Oui, mais aussi en très grande difficulté. En très grande difficulté, elle aussi. À l'Italia. À l'Italia, c'est ça que j'hésitais. Et qui est, si je ne me trompe pas, qui a été repris et puis est rentré dans un groupe qui s'appelle IAG, piloté par British Airways. J'espère que je ne me confonds pas. Très bien. Je pense que les grands pays ont des gros problèmes de compagnie aérienne. C'est ce que je pense qu'il faut qu'on retienne. Ce n'est pas étonnant de voir que nous, on en est. Ce n'est absolument pas étonnant. Oui, ils sont... Voilà. Je pense que c'est un point qu'il faut que vraiment aussi les gens partent avec. Pour moi, en termes de chiffres, j'ai choisi l'Italie parce que il faut jamais oublier que même quand on prend le PIB de tous les États africains, les 54, on arrive à peine à l'Italie. En termes de PIB. Oui, je me demandais pourquoi l'Italie. Pourquoi l'Italie? C'est ça, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de l'écart aussi de moyens. Donc, l'indulgence doit être à la hauteur de l'écart de moyens. C'est-à-dire que tout à fait. Nous, 54, on n'arrive pas au PIB de l'Italie. Je crois qu'on est vers l'Espagne, si mes souvenirs sont bons. On n'est pas au niveau de l'Italie, les 54 États. Mais donc, si on n'a pas ces moyens-là, il faut être intelligent et se mettre ensemble. Oui, c'est la même discussion qu'on a eue. C'est pour conclure sur ça. Mais ce n'est pas une question d'intelligence seulement. C'est évident que c'est la voie. C'est une question de notre capacité à nous entendre sur la mise en œuvre de solutions communes. Et sur la durée. Oui, voilà. Mais la difficulté que nous voyons avec l'Open Sky et l'adhésion des uns et des autres, c'est la même difficulté qu'il y a quand depuis plus de 20 ans, la CEDEAO essaye de mettre en place une monnaie commune, l'éco. Tout le monde est d'accord pour le faire, mais ça ne marche pas. On n'est pas très bon pour nous mettre ensemble, alors que notre situation, le pays nous oblige à cette entente, à ce regroupement. Non, mais c'est ça, c'est parce que quand là, tu sors cette stat au public, enfin, moi, ma réponse, c'est OK, mais est-ce que les États sont au courant de cette stat? Mais ils sont au courant. Non, ils voient bien qu'ils n'ont pas l'argent. Ils sont au courant, mais ce que je veux dire, c'est que les stratégies ne sont pas... On dit il faut de l'indulgence par rapport à ces chiffres-là. Mais en même temps, les stratégies, les actions des décideurs ne semblent pas être prises par rapport à ces faits-là. Tu vois. En fait, je pense que la réalité, si on est humble et qu'on est tous... Bon, on prend de l'État à l'entreprise, c'est un niveau de complexité quand même significativement plus élevé, en toute humilité. Et après, de l'entreprise au foyer, c'est pareil. Je pense que tout le monde peut se rendre compte que même dans son foyer, et bien dans sûr... le foyer, il faut descendre à l'individu. Il faut descendre à l'individu. Même nous-mêmes, si on est objectif, on sait qu'il faut des fois se mettre ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Mais est-ce qu'on y arrive tous? Non. Donc, j'imagine même pas au niveau d'un État où chacun a des agendas, des mandats, des alignements, des sensibilités. En fait, le niveau de complexité est tel. Devoir. La différence, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont nous faisons un devoir aussi? En fait, ils reflètent ce que les gens font. Oui. Oh, mais c'est connu, hein. Les plus faibles ont toujours plus de mal à se renforcer en se regroupant. Oui, que les plus forts. Alors que les plus forts, ils se tapent dessus. Mais après, ils s'entendent. Quand vous voyez, avec Trump, il a clashé tout le monde. Et puis après, il est en train de s'entendre. Avec les Chinois. Nous, si quelqu'un de notre côté, sur notre continent, décide d'avoir une telle attitude, tout le monde va, par fierté et machin... On va rester longtemps dedans. On va le canarder et on n'arrivera pas. Okay.
On n'arrivera pas. Nothing personal. Voilà. En plus, va se poser le problème de où est-ce que va être le siège de cette compagnie, qui va le diriger. L'humilité va devoir sortir à tous les niveaux. Tournant. Air Afrique, c'était à Abidjan, c'est ça? Le siège était à Abidjan, parce que le siège de la BCAO était à Dakar. Et c'est les plus grosses entités économiques. Ah oui, d'accord. Même ça, c'était un trade-off, quoi. Ah oui, c'est des gros sujets, ça. Hein. Oui, tout à fait. Quand, et bien sûr, la BAD avait déménagé. Le dirigeant ne devrait pas être, le premier dirigeant ne devrait pas être ivoirien. Comme le siège était en Côte d'Ivoire. C'est ça. C'était un Sénégalais, c'est ça? Il y a eu plusieurs nationalités. Ça a démarré par un Sénégalais, il y a eu un Congolais, il y a eu beaucoup de nationalités, sauf ivoirien, sauf erreur de ma part. Tout comme à la BCAO, c'est au Sénégal, mais c'est un Ivoirien qui dirige toujours. Donc, ça, c'est les considérations politiques. Et c'est ça, le sujet. Qui sont loin du business. Voilà. On n'a pas pris juste la meilleure personne. Qui impacte le business. Voilà. Ok. Je pense qu'on a bien fait le tour. Donc, on attend vos commentaires, on attend vos verdicts. Ouais. On espère avoir répondu. En tout cas, nous, on a beaucoup appris sur la logique, sur au-delà des chiffres, parce qu'on voit souvent des chiffres qui ressortent dans les headlines, dans des vidéos, etc. C'était vraiment très intéressant de comprendre la façon de réfléchir de ce secteur-là. Donc, merci beaucoup. Votre honneur. Parfait. Votre honneur. Voilà. Vous avez été brillants tous les deux. Vous avez bien défendu la cause les différentes causes. Je vous souhaite une bonne continuation. J'apprécie ce que vous faites et je suis absolument fier. Bon courage. Ok. Merci à vous. À très vite. Ciao.